Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche deux chercheurs de vérité, Madame Ariane Biran, docteur en psychopathologie clinique, normalienne, diplômée de philosophie morale et politique et également de littérature, et Monsieur Vincent Pavant, mathématicien et une formation en physique, également maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, à ce jour suspendu. Je les accueille pour parler du sujet très précieux, du sujet du totalitarisme et de la science. Essayer d'expliquer pourquoi et comment le langage peut être utilisé, le langage à la fois scientifique et le langage dit de la communication verbale, peut être utilisé pour dévoyer le sens des mots et entraîner une population dans une forme de totalitarisme qui nuit à ses intérêts. Et pour commencer, j'aimerais aborder ce sujet en vous citant une petite citation d'un texte sacré, l'Évangile de Jean, qui a toute son importance en cette période, notamment par rapport à l'utilisation du langage. Je commence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je pense que ce texte vous explique simplement que la parole juste, la bonne parole, est celle qui vous guide sur le bon chemin. La Bible parle de la lumière, tandis que les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres du totalitarisme sont finalement ce monde obscur qui dévoie le sens des mots, qui dévoie la science pour imposer son idéologie. Et son idéologie, c'est une idéologie qui, parfois, peut être une idéologie mortifère. C'est l'objet de cet entretien. J'accueille Ariane Biran et Vincent Pavant pour qu'ils puissent d'abord nous définir la notion de totalitarisme et que nous puissions avancer dans la compréhension de la période que nous vivons. Merci. Pour commencer cet entretien, Ariane, est-ce que vous pouvez nous définir le totalitarisme pour qu'on comprenne bien dans quelle période nous sommes entrés depuis un peu plus de 2 ans? Bien sûr, le totalitarisme, c'est une forme de régime politique qui a été donc particulièrement analysé par la philosophe Hannah Arendt, qui s'appelle totalitarisme parce qu'il vise la domination totale sur les individus, contrairement à d'autres formes de régimes arbitraires ou qui prétendraient confisquer le monopole des pouvoirs. Donc, la domination totale, c'est la domination sur les libertés, bien sûr, des individus, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire. C'est aussi un exercice de domination spatiale sur leur corps, sur leur psychisme, sur leur capacité intellectuelle, sur leurs émotions, en particulier sur leur vie intime. C'est-à-dire que le totalitarisme vise la confiscation de la vie intime des gens et donc destitue tout simplement les êtres humains de leurs droits inaliénables et sacrés pour réduire, et c'est toujours ainsi dans la démarche totalitaire, pour réduire l'être humain à, au minimum, un corps qui s'achète et se vend, au maximum un corps à détruire. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est une réflexion qui est chez Hannah Arendt. Donc, cette domination totale ne souffre absolument aucune opposition, donc il faut détruire toute forme d'opposition. Et le totalitarisme fonctionne toujours sur une structure particulière qui est la suivante, c'est une charpente. C'est un récit de persécution. Il y a un ennemi extérieur ou intérieur qui est désigné, qui est visible ou invisible, contre lequel la masse est sommée de se battre, et cela justifiera que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire de pouvoir sacrifier différents individus dans le corps social pour, soi-disant, lutter contre cet ennemi extérieur ou intérieur. Bien sûr que c'est un délire de persécution, cet ennemi est fabriqué de toutes pièces et donc c'est une narration idéologique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité d'expérience, qui est présentée avec des méthodes de harcèlement utilisées sur les populations, de façon, en réalité, à persécuter la population elle-même plutôt que l'ennemi soi-disant désigné.
Voilà. Ce qui est typique et caractéristique de la logique totalitaire, c'est que on va exiger le sacrifice des individus, le sacrifice total des individus, qu'ils l'aient choisi ou qu'ils ne l'aient pas choisi, au nom de ce pseudo-idéal de lutte contre le persécuteur. Donc, ceci est caractéristique du totalitarisme de n'importe quel régime totalitaire. C'est-à-dire qu'ensuite, ce n'est que du décor théâtral. Le décor théâtral, c'est quel type de contenu on va donner à cette idéologie, qui d'ailleurs est mouvante et peut évoluer. Et donc, on peut avoir un contenu de santé, comme ça a déjà été le cas dans le nazisme, de délire sur un mode hygiène sanitaire. On peut avoir bien sûr un contenu guerrier, explicitement guerrier, désignant des ennemis intérieurs, extérieurs, etc. Et bien sûr que le totalitarisme vise la division, l'isolement total des individus, donc la division de la population, et si possible une division organisée sur ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire une guerre civile. En tout cas, une division des citoyens en sous-hommes et en surhommes, en clair. Il y a les bons et il y a ceux qui ne sont pas bons, et toute la persécution ne cesse d'évoluer. Donc, le rapport avec la langue, c'est que le totalitarisme va utiliser à la fois le langage, effectivement, la pseudo-légitimité scientifique, donc la logique, pour la pervertir, et en même temps va pervertir la langue que l'on parle pour corrompre les esprits et pour les faire rentrer dans cette narration qui est une narration délirante parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'expérience. C'est pour ça que sur le plan psychopathologique, j'ai fait ressortir depuis des années dans mes travaux que ce délire collectif correspond à la psychose paranoïaque dont on sait qu'elle est contagieuse. Voilà, pour essayer de résumer rapidement. Oui, c'est très précis. Merci. Je vais enchaîner effectivement sur ce qu'a dit Ariane sur la question du totalitarisme. Évidemment, notre référence commune, Ariane et moi, c'est Arendt. Dans la description du totalitarisme, Arendt dit très bien que ça part effectivement d'un scientisme. Bon, c'est très important de comprendre que le schéma en gros du totalitarisme, il va de la science vers la paranoïa. La science devient scientisme, le scientisme devient idéologie, l'idéologie devient paranoïaque. Et tout ça, effectivement, passe par une perversion du langage qui est de plus en plus coupé du réel pour sombrer dans le délire. En fait, c'est effectivement un petit peu la marche qu'on a essayé de montrer. Alors, tu as rappelé, donc tu as introduit cet entretien en rappelant donc une citation des Évangiles, c'est ça, qui disait en gros au commencement était le Verbe. Moi j'ai paraphrasé un peu dans le livre cette citation en disant au commencement était le calcul. En fait, l'origine effectivement des systèmes totalitaires repose dans l'idée que il existerait une vérité scientifique qui devrait être le principe de fonctionnement de la société. Et Arendt, dans la description qu'elle fait du totalitarisme, donc prend évidemment le soviétisme et le nazisme comme, on va dire, père et mère fondateur du totalitarisme, et écarte en gros de son analyse le franquisme, voire le mussolinisme en fait. Dans cette idée, je crois, ce qui est important, c'est de voir que les régimes tyranniques, comme le disait Ariane, peuvent être parfaitement arbitraires, mais sont basés en gros sur plutôt l'idée que c'est le bien qui doit organiser la société, alors que les sociétés totalitaires sont organisées selon une certaine idée du vrai. Et en fait, la perversion consiste souvent à essayer de remplacer le bien par le vrai. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les systèmes totalitaires sont opposés aux religions, la religion étant normalement le porte-parole du bien, même si c'est perverti bien sûr. Je dis pas que le franquisme c'est le bien, mais c'est au nom du bien et du mal qu'on fait la division des comportements et l'organisation des sociétés, alors que dans les sociétés totalitaires c'est plutôt la division entre le vrai et le faux. Ce qui fait que au commencement était le Verbe, c'était la parole effectivement qui nous donne l'étape de la loi, mais dans le totalitarisme au commencement était la science, mais en fait c'est le scientisme. Et c'est là en fait où interviennent par exemple les mathématiques, puisqu'on dit que effectivement un système totalitaire c'est la science et la vérité qui doit en découler, qui sont les principes organisateurs du social. Il faut que derrière il y ait des perversions effectivement du langage scientifique pour justifier quel est ce nouveau vrai, quelle est cette nouvelle évolution en général de la société qu'on prétend connaître à partir de la science. Et moi je commence à rentrer, si vous voulez, dans le discours quand on me dit que des simulations
prétend qu'il va y avoir 500 000 morts. Si on fait rien, c'est-à-dire si on ne confine pas, si on ne fait pas correspondre en fait la société au calcul qu'on a fait sur elle, et tout effectivement le discours scientifique va être de dire voilà, la vérité, l'avenir absolu de l'humanité, en tout cas dans le court terme, c'est les calculs qu'a fait Ferguson ou que font en France Cauchemet, Fontanet, etc. À partir d'équations hallucinantes, et à partir desquelles ils prétendent qu'ils détiennent le secret du futur. Donc là, effectivement, on rentre aussi dans une logique psychologique de l'idée de se prendre un petit peu pour Dieu, si vous voulez, de savoir comment exactement vont évoluer les épidémies, qui sont effectivement normalement dans les textes anciens, enfin dans les plaies d'Égypte, etc. L'épidémie, c'est une punition qu'on nous a apportée parce qu'on a fait le mal, mais en fait ici on prétend trouver la compréhension de cela et l'éradication de cela par des équations mathématiques, et le discours mathématique vient effectivement comme un langage, une espèce de langage magique, et j'ai rappelé dans le livre, c'est intéressant de voir que les mathématiques et la magie partagent par exemple le même mot de formule, et les formules mathématiques deviennent des formules magiques. Le fameux 1 moins 1 sur R0 pour définir l'unité collective est une formule magique, en vérité, elle n'a rien à voir avec le réel, elle sort d'une équation complètement idiote qui n'a aucun lien avec le réel, et c'est pourtant au nom de cela qu'on va effectivement imposer l'organisation de la société. Donc effectivement, l'épidémiologie en vérité n'est qu'un scientisme, de même que le darwinisme social ou le socialisme scientifique étaient des scientismes. L'épidémiologie mathématique est le même genre de scientisme, si vous voulez, qui prétend connaître le futur de l'épidémie et donc l'avenir de l'humanité à partir de quelques mauvaises équations, et qui à partir de cela prétend dans l'exégèse quasiment des équations, eh bien organiser la société au nom du vrai. Et tous ceux qui s'écarteraient d'un comportement social qui leur est imposé au nom de l'équation différentielle, effectivement, sont des personnes qu'il faut éliminer. On l'a très bien vu dans le fait qu'on a imposé un pass sanitaire en France au nom de certaines équations qui étaient censées montrer que l'enfermement des non-vaccinés permettait de contrôler l'épidémie. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vérité, entre guillemets, eh bien, on vous mettra des amendes, on vous collera effectivement dans des camps, etc. Donc, effectivement, c'est la perversion des mathématiques en tant que langage de la vérité en sciences physiques qui ici est appliquée. On utilise le fait qu'effectivement, alors j'ai cité l'optique de géométrie de Descartes, qui était une mathématisation effectivement permettant de déceler les illusions d'optique, etc. Mais le fait que les mathématiques sont en sciences physiques un langage qui permet effectivement d'atteindre la vérité, en fait, bien est détourné pour essayer d'appliquer ce langage donc à des situations qui n'en relèvent pas. La biologie n'est pas du tout une science qui relève du langage mathématique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, et au nom de ça, en fait, oui, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Et au nom de ça, par contre, donc l'épidémiologie devient un scientisme, et ce scientisme, en fait, est utilisé par le discours politique et idéologique pour effectivement organiser une société au nom du vrai. Alors bien sûr, c'est un faux, le scientisme est toujours un faux. Vous pouvez définir le scientisme pour les auditeurs au cas où qui comprennent bien la différence entre justement la science et le scientisme, qui est souvent détaché du réel, je pense. C'est peut-être dans ce sens-là que vous... Tout à fait. Alors, il y a deux, on peut donner deux connotations ou définitions au mot scientisme. Le problème, c'est la réduction de toute chose à la science, c'est-à-dire toute forme de phénomène doit être réduit à une approche scientifique entre guillemets, c'est-à-dire avec une certaine épistémologie, une certaine méthode d'observation, d'expérimentation, de conclusion. Alors, exemple, le corps humain est réduit à une substance et on pourrait l'étudier sous tout écouteur justement en éliminant toute forme de métaphysique, toute forme de spiritualité, l'existence de l'âme est déniée, etc., etc. Donc ça, c'est un scientisme. Et l'autre sens du mot scientisme, c'est une parodie de science, c'est-à-dire un mimétisme qui consiste à penser que la méthode de la physique, puisque la science, c'est d'abord la science physique, avec la géométrie, la cinématique, etc., le mouvement des planètes. Donc, essayer d'appliquer une forme de physique avec des équations, une certaine conception du temps, de la causalité, des grandeurs entre elles, etc., à tous les domaines de la vie, que ce soit l'économie, justement, l'épidémiologie, qui ne relèvent pas du tout, en fait, d'un ordre épistémologique qui permettrait d'appliquer, justement, les mathématiques. Alors, c'est ça, pour moi, le scientisme. Et là, l'épidémiologie est un scientisme au sens où elle essaye de faire, de mimer, en fait, de manière totalement insensée, l'outil des outils de la physique mathématique, en fait, à la transmission du virus. Ça, c'est pas possible. C'est ce qui fait que les équations qui sont proposées et qui prétendent détenir l'avenir et la manière de l'organiser à partir d'équations différentielles complètement triviales, en fait, est un scientisme. Oui, bien sûr. En fait, peut-être
un petit quelque chose? Oui, bien sûr. J'avais simplement résumé en disant peut-être juste avant qu'en fait, vous, en parlant de scientisme, justement, vous expliquez notamment de manière très bien et très simple dans le livre qu'il y a un détachement en réalité du récit et du réel, du récit de la science et du réel en réalité de ce qui est en train de se passer. Et que c'est ça justement qui entraîne ce scientisme et ces fausses croyances. Et vous parlez même, je crois, de l'évangile selon Ferguson. On sait qu'Ochmez est justement un de ses héritiers idéologiques. Et donc c'est là qu'on comprend bien effectivement qu'il y a cette notion de dévoiement, en fait, de perversion. Allez-y, Ariane, pardonnez. Oui, en fait, le scientisme, c'est l'imposture de la science. C'est-à-dire que la science, elle est dans une recherche de la vérité, mais précisément, elle est dans une recherche, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par des modèles qu'on appelle des paradigmes. Quand on analyse en épistémologie, c'est un mot qu'a employé Vincent, c'est-à-dire les conditions d'exercice de la science, c'est une des disciplines de la philosophie. On sait que nous avançons par révolution scientifique, c'est-à-dire par des paradigmes qui évoluent et qui peuvent tout à fait, à un moment donné, puisque c'est notre façon d'appréhender le monde, et nous sommes de toute façon, il faut le reconnaître, toujours impuissants par rapport à la complexité du monde qui nous entoure, donc on doit garder cette humilité, eh bien le scientisme se débarrasse en fait de ces encombrants et proclame une vérité qui est en fait un dogme, qui ne peut pas se contredire. Alors, la vérité doit avancer par débat, c'est pour ça que notre livre s'appelle le débat interdit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des controverses scientifiques, c'est fondamental pour faire avancer la science, et donc à partir du moment où la science se rigidifie dans un dogme, elle devient un scientisme, ça c'est une première chose, c'est-à-dire une croyance religieuse, de type religieuse, ou sectaire même, à laquelle on doit se plier. Ensuite, il faut bien dire aussi quelque chose, c'est que le scientisme pervertit la logique, c'est-à-dire que ça a l'apparence de la logique, ça a le goût, la saveur de la logique, mais ça n'est pas la logique, c'est ce qu'on appelle en psychologie, justement pour la paranoïa, une folie résonante, c'est-à-dire ça a l'apparence de la raison, mais comme on en a pris plusieurs exemples, ça opère par sophisme, c'est-à-dire par faux raisonnement, et troisièmement, le scientisme confond plusieurs choses, il confond la matière morte et la matière vivante. C'est déjà quand même un premier point. C'est-à-dire quand on veut appliquer des mathématiques qui, a priori, fonctionnent sur une matière morte ou de la physique à de la biologie, c'est-à-dire à l'être vivant, on a oublié dans l'ensemble de l'analyse le paramètre vivant, qui est quand même fondamental. Et tout le totalitarisme fonctionne comme ça, c'est-à-dire à traiter des êtres vivants comme des matières mortes. Et ceci vient s'inscrire sur une imposture qu'on a, qui est quand même connue de la philosophie depuis l'Antiquité, c'est la division qu'on a restaurée, qu'on a rappelée dans le livre, entre les sciences opératives et les sciences spéculatives. C'est-à-dire que la médecine fait partie des sciences opératives, c'est-à-dire qu'elle doit opérer sur le réel, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec le réel, avec la réalité de l'expérience, avec le patient, comment réagit ce patient, etc. Et donc, elle ne peut pas fonctionner de la même manière que ce qu'on appelle les sciences spéculatives, qui, elles, restent dans le pur concept. Oui. Et c'est donc une véritable arnaque d'être resté dans le pur concept pour parler de maladies, de santé, etc. Donc, ça, c'est une clé importante. Oui. Absolument, tout ceci doit être, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'humain selon des sciences dures, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il y a une réduction, un réductionnisme qui est l'imposture même, voilà. Et c'est pourquoi justement le débat a été interdit, les soins ont été interdits aux médecins, justement pour pouvoir appuyer la science spéculative au détriment de la science opérative. C'est ce qu'on a pu voir effectivement dans toute cette crise. Et c'est ce qui a créé finalement tout le drame et toute la narration et toute la volonté d'imposer une idéologie perverse, donc qui glisse vers le totalitarisme. Absolument, il y a une soumission du politique à la science. Il faut rappeler quand même que nous sommes, comme le disait Aristote, des animaux politiques, c'est-à-dire que nous avons besoin de vivre ensemble et de construire ensemble la cité, et ceci selon des paramètres fondamentaux de socialisation, de métier, d'organisation de notre structuration ensemble, et tout ceci ne peut pas être balayé
par ce dogme qui devient donc un mensonge, parce que la vérité, elle n'est pas, encore une fois, figée. En tout cas, de notre appréhension, nous ne la détenons pas en tant qu'être humain, puisque nous sommes par définition finis par rapport à cette notion-là. Donc, on est toujours en chemin par rapport à ça, bien sûr, mais ce qui est acquis en revanche. Et donc, ce que fait le totalitarisme, c'est qu'il déconstruit les acquis logiques pour nous faire avaler que 2 et 2 font 5. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, je vais compléter ce que disait Ariane. Moi, ce qui m'a frappé dans la gestion de la crise, c'est que on a fait en sorte de forcer les gens à se comporter comme l'algorithme les avait modélisés. C'est-à-dire que, comme disait Ariane, on a complètement nié la spécificité de l'être humain. Et quand, par exemple, je prends un exemple, dans le code de Ferguson, qui va être celui qui va inspirer toutes les politiques, ensuite l'organisation des politiques vis-à-vis du Covid, vous avez une seule manière de transmettre le virus, il n'y a pas de soin qui est paramétré dans les calculs, tout se fait, si vous voulez, par des contacts dont on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Et en fait, dans le code de Ferguson, il y a seulement 3 lieux de contamination qui sont modélisés, qui sont en gros le foyer, les lieux de travail et ou l'école, et les lieux de rassemblement. C'est ça en fait. Donc le code de Ferguson fonctionne en disant je recrée une population synthétique, je vais mettre dans mon ordinateur un par un les personnes, et puis je vais les faire se déplacer et se rencontrer dans des lieux effectivement particuliers. Et je suppose que c'est dans ces lieux et seulement dans ceux-là que se transmet le virus. Donc je simule synthétiquement des rencontres. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais puis une fois que les gens se rencontrent, je lance un dé pour savoir si oui ou non ils vont se transmettre ou pas le virus. Donc tout ça est extrêmement simpliste. Mais après dans la politique, par exemple, qu'on a eu en France et dans le monde de fermeture des écoles, c'est juste parce que dans le code de Ferguson, les écoles sont paramétrées. Et que si on ferme les écoles dans le code de Ferguson, on va éviter des contacts, donc on suppose que c'est ceux-là qui vont faire en sorte qu'on se contamine, et donc on va mécaniquement, sans même avoir besoin de faire de calcul, réduire la transmission, donc le nombre de malades. Donc en fait, si on a fermé les écoles, c'est juste parce que c'était rentré dans le code de Ferguson. Ça n'a rien à voir avec le fait que les enfants ont des immunités croisées, que leur système effectivement immunitaire fonctionne à bloc, etc. Il y a rien de tout ça qui est fait, et on fait en sorte que toute la société ne soit réorganisée qu'en fonction des paramètres et des simulations qui sont dans le code. Donc ça veut dire que on a effectivement réduit l'être à n'être que son avatar numérique. Et c'est en faisant les simulations sur les avatars numériques qu'ensuite on revient dans la réalité et on dit, puisque dans notre monde numérique ça a fonctionné comme ça, on va l'imposer effectivement au monde réel. Donc on voit une inversion totale, si vous voulez, de l'approche scientifique qui part du réel et qui revient toujours au réel, avec ici effectivement une méthode qui est, je pars du calcul et je reviens toujours au calcul en fait. Et de ce point de vue-là, on a une inversion complète des valeurs, ce qui fait que effectivement la science devient un dogme, c'est-à-dire que le lien au réel est coupé, la vérité est dans le calcul, entièrement dans le calcul, et il n'y a que celui-là en fait qui doit organiser la société. Oui, je comprends effectivement. Donc c'est en fait la perversion finalement de cette approche qui fait qu'on se détache totalement du réel et on veut faire correspondre ce réel à nos propres statistiques, d'où les fausses études après qui naissent derrière et qui essaient justement de faire correspondre ce réel qui n'y correspond pas, mais en essayant de le justifier par notre étiquette, notre nom, tel magazine très populaire comme le Lancet, on sait qu'il a publié de fausses études, et tout ça finalement participe à cette narration qu'on souhaite imposer à l'esprit de tous. Et ce qui est flagrant et ce qui fait peur, c'est que beaucoup ne le voient pas, ne veulent pas le voir. Et beaucoup, derrière, surtout parmi les intellectuels, vous en faites référence aussi dans le livre, c'est vrai que souvent les intellectuels ont une conformité de classe et ne veulent pas justement se remettre en question. Ça a été flagrant notamment avec Boris Cyrulnik et Noam Chomsky, je crois qu'ils ne voyaient pas finalement les dérives du pass sanitaire, alors que pour Boris Cyrulnik, il a vécu quand même des périodes difficiles dans sa vie. Il devrait voir justement les mécanismes du totalitarisme qui s'installent à travers des outils comme ça, notamment. Oui, alors je vais rebondir là-dessus. On en avait parlé avec Ariane, c'est une grande question. Pourquoi, au fond, en particulier en France, et même structurellement, quand on voit Macron, ce sont manifestement des classes diplômées
qui marche dans le récit. Alors là, il faudrait sûrement qu'Ariane nous parle peut-être de son expérience des dérives justement sectaires dans les groupes, etc. En fait, l'intuition, je vais parler d'intuition ici, c'est que bon, tout part du scientisme, si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, les classes diplômées, souvent supérieures, sont passées par des formations, on va dire, rationnelles, à défaut d'être scientifiques, mais on va dire rationnelles. Et elles ne peuvent pas ne pas croire quelque part dans la suprématie de la science et de la rationalité dans le discours. Et donc, comme on leur propose effectivement ici une construction sociétale basée justement sur une science qui est en fait une pseudo-science et un scientisme, je pense qu'ils ont assez peu les moyens de renoncer parce que c'est devenu une croyance. De toute façon, la croyance que c'est la science elle-même, mais qui devient les lumières, qui devient etc., qui doit organiser la société. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est comme disait Ariane, la paranoïa et la psychose collective est contagieuse et cette contagion passe par le langage. Donc, ce sont les personnes qui sont séduites par le langage. Et on peut dire que les intellectuels sont des gens qui, en général, sont séduits d'une manière ou d'une autre par le langage, c'est leur activité professionnelle, et qui se laissent illusionner parfois. Et je pense que pour résister à l'illusion, à la séduction du langage, c'est pas un diplôme qu'il faut, au contraire, c'est beaucoup plus une introspection psychologique, voire psychanalytique. Et en fait, c'est tout simplement comment on résiste au mécanisme de la séduction. Et de ce point de vue-là, je crois que le diplôme n'a aucune forme de protection, bien au contraire, à partir du moment où vous pensez que c'est votre formation intellectuelle qui vous a fait ce qu'elle est et que celle-là domine toute la société, vous ne pouvez pas si facilement que ça remettre en cause les discours intellectuels séduisants. Et c'est là où il faut une analyse linguistique, une analyse scientifique très poussée pour mettre en évidence les sophismes, les faux discours, de sorte qu'on sorte tout simplement les gens qui sont sensibles au langage de la séduction et de l'hypnose qui lui correspond. Est-ce qu'on peut dire que le sophisme est le langage du scientisme, finalement? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On pourrait le résumer comme ça? Tout à fait. Oui. C'est basé sur le faux raisonnement. Oui, c'est ça. Alors le sophisme, c'est la traduction, on va dire peut-être politique, qui fait que bon, dans le sophisme, il y a toujours le prémisse, si vous voulez, et le prémisse est basé sur des fausses vérités scientifiques. Donc, je dirais que le scientisme permet d'engager le sophisme, en fait. Mais effectivement, les simulations par exemple, de Ferguson, c'est pas de la science parce que c'est dans un monde clos qui est celui des calculs de l'ordinateur. Et effectivement, on peut voir ça comme un sophisme scientifique, effectivement, qui n'est pas basé sur la confrontation. Ce qui est étonnant en plus avec ce monsieur, c'est qu'il s'est trompé, je veux dire, près d'une dizaine de fois au préalable, de 2005 jusqu'à nos jours, à chaque fois, et pourtant, il a toujours la même crédibilité auprès des organismes internationaux, et notamment de l'OMS, et bien sûr du Royal College en Angleterre. Et c'est ça qui est très étonnant finalement, c'est pourquoi persister dans l'erreur. Et vous le dites à un moment donné dans le livre, hein, persister dans l'erreur, finalement, c'est finalement, j'allais dire, imposer une idéologie, imposer un projet. On sait quel projet il y a derrière, puisque le président du Forum économique mondial en a parlé, donc c'est le Gatrisette. Mais finalement, ça signifie j'utilise le conditionnel, mais bon, on pourrait ne pas l'utiliser, qu'il y a une véritable orchestration, enfin, du moins une instrumentalisation, ça c'est sûr, mais une véritable orchestration de tout ce qui s'est passé. Oui. C'est indubitable. Oui, je suis assez d'accord. Moi, j'en suis arrivé à l'idée, alors que les épidémiologistes sont les idiots utiles de personnes encore plus mal intentionnées. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je pense qu'il faut parler de la psychologie des chercheurs, quelque part, pour comprendre comment quelqu'un comme Ferguson et les gens qui sont autour de lui arrivent à continuer à persévérer dans l'erreur. Hein. L'erreur est humaine, mais persévérer dedans, c'est vraiment diabolique. Donc là, il faut, je pense qu'il faudrait faire une analyse psychologique serrée de Ferguson et de la contagion de son comportement et de son rapport à la vérité, tout simplement au réel, avec des gens comme Cauchemez, etc. Donc, ce sont des idiots utiles. Utiles à qui, c'est effectivement la question.
Il y a Laurent Muchelli a présenté à l'ICS récemment, donc l'International Covid Summit, l'ensemble des liens entre un certain nombre de personnes qui ont été des acteurs majeurs de la crise. Donc il y a Bill Gates, bien sûr, Klaus Schwab, on a des compagnies, on a vu apparaître McKinsey, qui est effectivement, on peut voir qu'en France, il y a sûrement une orchestration de la politique autour de cabinets de conseil, en fait, qui sont ceux véritablement faisant le narratif. Alors, McKinsey, c'est des gens qui travaillent, mais travaillent pour qui, dans quelles conditions? Enfin bon, donc effectivement, on a l'impression qu'il y a eu pendant très longtemps des gens qui ont travaillé ensemble avec une certaine idéologie justement et qu'ils ont fini par infiltrer et par convaincre à l'aide d'un certain nombre d'outils. Ce soir et demain, je parlerai en fait demain pardon et après-demain, je parlerai justement de la pharmacovigilance. Bon, il y a un débat sur la pharmacovigilance aujourd'hui en particulier s'agissant des injections. On disait avec Ariane en conclusion du livre, on disait bon, un des problèmes on le sait, de vacciner en pleine épidémie, c'est que bon, fatalement vous allez créer en gros des variants et ces variants vont faire en sorte que l'épidémie continue et on se demande s'il n'y a pas une logique un petit peu cynique de la part des fabricants de vaccins qui continuent à faire en sorte qu'on vaccine de sorte que l'épidémie finalement s'arrête jamais sous la pression des variants. Et aujourd'hui, on le sait, des anticorps facilitants, les vaccins ont tendance à faire que pendant au moins une quinzaine de jours après les injections, on soit plus susceptible de choper en fait le Covid qu'autrement. Donc, de ce point de vue-là, la pharmacovigilance, quand vous regardez comment elle est construite en France, bon, elle est construite pour ne jamais faire remonter des faits en gros indésirables de vaccins. C'est structurellement un peu ce qui se passe. Comment c'est possible? Est-ce que c'est juste une imposture intellectuelle liée à des gens qui effectivement sont enfermés dans un conservatisme et pas curieux? Est-ce que ça a été infiltré par l'industrie du vaccin comme dans les années 50 et Robert Proctor l'avait rappelé, le Big Pharma avait infiltré les gens qui faisaient de la recherche en tabacologie sur effectivement les effets néfastes du tabac vis-à-vis des cancers et qui avait réussi à infiltrer les congrès, les labos, de sorte que les effets soient effectivement niés. Donc de ce point de vue-là, il y a une partie sûrement d'orchestration, de corruption un petit peu usuelle, et une partie d'idéologie à très très haut niveau, je pense, avec un petit groupe de personnes sans doute. C'est aussi des hypothèses de travail d'Ariane. Tout est sur la table, et ce qui est très dur, effectivement, ça va être de mettre en évidence ces liens. On a progressé sur le tabac, on a mis en évidence la conspiration du tabac, c'est le titre de Robert Proctor, quand on a eu accès aux documents internes. Donc là, ce qui va nous manquer, effectivement, sans doute un peu, c'est les documents internes des compagnies de Big Pharma pour voir dans quelle mesure il y avait une vraie manipulation, à quel niveau, à quelle échelle et avec qui. Mais on peut pas exclure, effectivement, ce côté manipulateur, en fait, à grande échelle. Il a déjà existé dans l'histoire par le tabac et sans doute que c'est ça qu'on voit aujourd'hui avec les vaccins et avec la manipulation de l'épidémie. Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Je vais faire réagir Ariane et peut-être pour aller dans votre sens, je voudrais vous partager un livre rapidement, peut-être je vais mettre à l'écran, qui va illustrer votre propos, d'un initié justement du secteur de Big Pharma, qui a écrit son livre en 2014, ce qui signifie que c'est connu en réalité, ça s'appelle Crime mortel et, si je dis pas de bêtises, non, Remède mortel et crime organisé. Je vous mets à l'écran, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, de Peter Gotch. Vous le voyez là? Peter Gotch, Remède mortel et crime organisé, comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé. Alors, c'est un livre ce qu'on pourrait appeler un insider qui relève justement, là vous avez le début du menu, toutes les condamnations qu'ont eu certaines compagnies pharmaceutiques, notamment Pfizer en tête avec plus de 2,3 milliards d'amendes en 2009. Et effectivement, et d'autres compagnies, bien sûr, et elles participent, elles ont participé toutes, et ça ne peut être ignoré de ces cercles, étant donné que ce monsieur a fait beaucoup de conférences, justement, dans le milieu médical et finalement dans les, on va dire, dans les cercles des éditeurs de papiers médicaux. Tout est expliqué dans le livre. Je vous conseille, c'est un bon livre, très officiel, très sérieux, très sourcé, donc il n'y a pas de... Ariane, est-ce que vous voulez réagir peut-être sur ce que disait Vincent ou sur le livre?
Oui, je pense que concernant l'affaire des abuseurs de pouvoir, elle n'est pas nouvelle. Et personnellement, j'ai écrit un article récemment là dans l'Antipresse qui s'appelle l'International, avec un jeu de mots. En fait, c'est l'International nazi sur à la fois une mise en garde que nous avait fait Hannah Arendt en 1945 en nous expliquant que les nazis n'avaient pas perdu la guerre, qu'ils reviendraient pour prendre possession de l'Europe et qu'ils avaient juste sacrifié l'Allemagne et que c'était en fait un programme international. Et de fait, il y a eu l'opération Paperclip, il y a eu des tas de récupération des scientifiques nazis. On voit que très peu de nazis ont en réalité été inquiétés. La Croix-Rouge, le Vatican ont organisé les exfiltrations en Amérique du Sud. Donc tout ceci, en fait, il faut comprendre le nazisme comme une secte occulte qui se transmet de père en fils et qui simplement revient à travers le transhumanisme, à travers certaines figures. Donc quand on analyse les filiations et leurs filiations, on n'est pas surpris en fait du tout de les retrouver à certains endroits. Donc je crois que c'est aussi tout le travail qu'a fait Rainer Fulmich de tenter d'identifier qui était à l'origine de cette impulsion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu impulsion qui est un coup d'État, enfin un coup d'État planétaire en fait sur les différents États. C'est ce qui est difficile à entendre pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le fait que ce soit planétaire. Ça leur fait peur. Je sais bien, mais parce qu'il faut comprendre, bien sûr, mais il faut comprendre que quand on a affaire à un type de secte internationale, effectivement, cette secte, elle infiltre avec deux méthodes essentiellement. Cette méthode, c'est le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on va faire semblant de présenter des cadeaux alors qu'ils sont empoisonnés. Et l'autre méthode, c'est la toile d'araignée. Donc, c'est d'infiltrer la société d'une manière sectaire. Donc, ces cabinets de conseil, voilà, cette OMS qui en fait vise sur des financements privés aujourd'hui. Voilà, oui. Toutes ces opérations sont clairement une œuvre de plusieurs décennies d'infiltration. On retrouve, moi, je vais être très étonnée de retrouver des protagonistes identiques à la crise sanitaire avec ceux que j'avais déjà identifiés dans les droits sexuels et reproductifs, qui sont aussi, là, c'est du cheval de Troie, c'est le cadeau empoisonné, soi-disant, on va nous faire valoir nos droits. En fait, en réalité, c'est d'une perversion absolue. Et donc, en fait, derrière, il y a une attaque contre les États pour un assujettissement à l'OMS. Et ceci est très clair, d'ailleurs, que ce soit dans les droits sexuels et reproductifs, où j'avais écrit l'imposture des droits sexuels, c'est très bien expliqué qu'il s'agit de détruire les juridictions internes aux États pour faire prévaloir en fait des idéologies de l'OMS, dont j'ai retranscrit les ramifications. Et je crois que c'est de la même façon, on peut essayer de voir que finalement cette histoire de narration idéologique que nous avons souhaité prendre du côté de la science, c'est-à-dire effectivement de l'analyse scientifique de ce qui ne va pas dès le départ. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que si on construit une maison sur des fondations qui n'en sont pas, eh bien, toute la maison, normalement, est vouée à s'écrouler. C'est-à-dire que si les premiers principes ne sont pas stables et même sont faux, en fait, en réalité, il faut le dire, parce que tout le reste du raisonnement va en découler. Et c'est ce qui s'est passé sur cette narration idéologique qui a été imposée au monde entier, avec finalement des méthodes similaires dans les manipulations de masse, etc. Et donc, c'est effectivement très compliqué pour les gens de se rendre compte de à quel point on leur ment. Tout simplement à quel point on leur ment. Mais je dirais le travail des intellectuels devrait être d'aller regarder de plus près ce qui se passe des intellectuels et des scientifiques. Alors bien sûr, il y en a qui le font, mais je vous remercie déjà pour votre travail. Vous le faites merci, avec cœur, et ça se perd. Voilà, mais de fait, il y en a beaucoup qui préfèrent le discours, comme Lacan le disait, le discours du maître, c'est-à-dire s'assujettir au discours du maître parce que c'est rassurant, parce que c'est confortable et parce que d'une certaine manière, on garde aussi ses privilèges. Ce qu'il faut comprendre, c'est le prix à payer pour avoir une posture en décalage avec le dogme, effectivement.
très coûteux. Donc, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a des gens, il y a des personnes qui, effectivement, ont tout perdu à dénoncer, y compris voilà, le soutien de leurs proches qui n'en pouvaient plus d'avoir des représailles diverses et variées. J'ai encore eu des échos cette semaine par rapport à ça. Donc, c'est très coûteux. C'est très coûteux et je pense qu'il y a une peur des représailles aussi, très nette. Et de fait, qu'on le voit dans ce qu'a pu vivre, par exemple, le maître Virginie de Aroro Requia, de 60 heures de garde à vue pour aucun motif d'incrimination, c'est quand même particulier, des enfants traumatisés, etc. Ça s'appelle des arrestations arbitraires, je crois qu'il faut le dire. Donc, voilà. Mais parce que, comme disait Solzhenitsyn, on sait qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils continuent de mentir. Solzhenitsyn disait ça. Donc, elle sait, elle a accusé ouvertement de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire dans le cas du procès de Fulmich. Donc, ce sont ces mots. Alors, ce sont des mots très forts, effectivement. Et je crois d'ailleurs qu'ils l'ont interrogé sur ces propos-là, et d'autres, bien sûr. Mais c'est important, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le régime du dogme, c'est-à-dire que c'est de la croyance absolue. Il y a quelqu'un qui a très très bien compris cette confusion ou cette escroquerie d'utiliser les mathématiques pour régir la vie humaine, c'est Arthur Koestler, et qui avait écrit d'ailleurs Le zéro et l'infini, qui est un chef-d'œuvre. Le zéro et l'infini, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on doit réduire l'être humain à des règles mathématiques, à des équations mathématiques, ça ne peut être que le zéro et l'infini. Et tout le reste, si on veut le réduire à des cas positifs, des cas négatifs, etc., nous sommes en train tout simplement de commettre effectivement une forme de crime contre l'humanité qui est de destituer l'être humain de sa composition métaphysique, sacrée, émotionnelle, politique, etc. Et Koestler dit dans Le zéro et l'infini, à un moment donné, nous avons poussé si loin la logique dans la libération des êtres humains des entraves de l'exploitation industrielle, donc il parle du bolchevisme, que nous avons envoyé environ 10 millions de personnes aux travaux forcés dans les régions arctiques et dans les forêts orientales, dans des conditions analogues à celles des galériens de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en plus, à force de traiter les humains de façon paradoxale en les réduisant à des équations, eh bien, ça se terminera de façon tragique. Et on est déjà en cours sur la tragédie. Et ce que les gens, je pense important de transmettre aux gens, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un allègement supposé des mesures que c'est terminé. Il faut comprendre où est l'arnaque dès le départ. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé fondamental de rédiger ce livre, pour comprendre à quel point nous sommes manipulés. Cette manipulation, elle est complexe, c'est-à-dire qu'à la fois elle est émise intentionnellement par des petits groupes, ça je ne suis pas la seule à en avoir la conviction, mais en même temps ensuite elle est reprise de façon naïve, de façon ignorante par la masse. Et tout le problème est là, c'est-à-dire que s'il n'y avait que les petits groupes, ils n'arriveraient pas à imposer. Je dirais même le totalitarisme n'arriverait pas à s'imposer, même par la terreur, si les gens n'y croyaient pas. Et c'est là qu'il faut faire un gros travail d'information pour que les personnes récupèrent leur capacité rationnelle et sortent de la fascination à l'idéologie médiatique et politique. Oui, je vais ajouter, ce qui est très important dans le discours un petit peu idéologique du totalitarisme, c'est qu'on a toujours affaire à des ennemis invisibles, en fait. Bon, ça, c'est très important. Vous prenez les nazis, c'est le gène arien, le gène juif, etc. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui pourtant s'exprime, qu'il faut combattre. Et la paranoïa, je pense, est d'autant plus violente que elle est toujours aux prises avec l'invisible. Et donc, comme elle est aux prises avec l'invisible, vous pouvez raconter un peu n'importe quoi sur cet invisible, y compris en truquant les chiffres, etc. Donc là, le virus, c'est quelque chose évidemment d'invisible qu'on peut supposer partout. C'est vraiment la personnification du malin, du démon, ce que vous voulez. Et comme c'est pas visible, il faut lui donner une concrétisation par les chiffres, par les statistiques. Bon, c'était un peu la même chose chez les soviétiques.
soviétiques, et il n'y a pas eu plus grand consommateur de chiffres que les soviétiques, enfin, de ce point de vue-là. Et en fait, ces chiffres sont censés, et c'est pas un hasard non plus s'il y a une campagne médiatique un peu de propagande sur on peut douter de tout sauf des chiffres, parce que les chiffres qu'on vous balance à la télé, ça permet de faire exister quelque chose qui n'existe pas, surtout quand ils sont effectivement plus ou moins truqués. Et c'est bien parce que en fait, l'épidémie est invisible, quelque part, qu'on a besoin de chiffres. C'est-à-dire que si vous aviez effectivement des gens qui tombent comme des mouches partout autour de vous, dans des conditions atroces, qu'effectivement, chaque fois qu'ils rentrent à l'hôpital, ils en sortent dans un cercueil, etc., il n'y aurait pas besoin de chiffres. Et tout le monde serait convaincu que, effectivement, et plus on va faire appel aux chiffres, c'était le cas des soviétiques, plus c'est pour cacher finalement quelque chose qui n'existe pas. Et donc c'est parce que on est en train de parler quelque part sur le vide. Et il y a des chercheurs comme Laurent Tchoubliana qui vous disent mais en fait l'épidémie n'a pas existé. Alors c'est pas qu'il n'y ait pas des gens qui soient morts, mais c'est que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les infections respiratoires, par rapport à ce qu'on peut quantifier de mortalité en 2020, en 2021, il n'y a pas de choses spectaculairement plus effrayantes que ce qu'on a pu avoir dans le passé. Et quand vous faites la mortalité standardisée de l'année 2021, alors je passe sur l'aspect standardisé qui est un peu technique, mais vous vous rendez compte que 2021, c'est la 6e année la moins mortelle quasiment de toute l'histoire de France. Donc en fait, bon, oui, il faut égrener les chiffres, faire croire qu'ils sont dangereux, parce que derrière, le réel ne correspond pas. Et si on vous demande de ne pas douter des chiffres, c'est parce qu'effectivement, on vous demande de croire de manière absolue au narratif qui, lui, ne correspond pas à la réalité. Donc l'invisibilité, si vous voulez, de ce qu'on doit combattre est fondamentale dans tous les régimes totalitaires, parce que ça permet la manipulation par le récit, justement. Oui, c'est un peu ça la clé finalement, c'est-à-dire on fait primer le récit sur le réel, et donc toutes les actions qui sont mises en place par les politiques font systématiquement primer ce récit. Comme on l'a déjà dit, interdiction de soigner, ou alors mise en place de traitements qui peuvent être négatifs, voire mortifères pour certains. On l'a vu dans des EHPAD notamment, et finalement tout un tas comme ça de séries, de mises en scène qui expriment, j'allais dire, cette idéologie totalitaire. J'ai relevé plusieurs mots pour savoir quel était le langage totalitaire pour que les gens puissent se faire une idée vraiment, qui sont repris assez régulièrement dans vos livres. Faux récits, faits irréels, donc la sophistique, on l'a évoqué, la perversion, le déplacement du langage. On a vu qu'ils avaient changé des définitions. La définition, l'OMS, d'une pandémie, ils ont enlevé le mot grave pour une maladie, pour en faire quelque chose de léger pouvait devenir une pandémie. On a donc les persécutions, donc l'insistance avec laquelle quelqu'un veut essayer de vous imposer un traitement, sous quelle forme que ce soit, et un traitement qui s'insère dans votre corps. Hein. Donc négation des droits humains d'un point de vue même constitutionnel. On a la paranoïa, le délire, la pseudo-rationalité, manipulation, l'émotionnel, qui est beaucoup utilisé aussi pour imposer cette idéologie. Il y en a d'autres, hein, mais surtout le nouveau champ lexical qu'on utilise. Comment peut-on échapper, enfin si vous avez d'autres mots qui permettent d'illustrer, mais comment peut-on échapper finalement à cette emprise psychologique qui est clairement utilisée par la science et par le langage. Enfin, les deux sont liés. Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons subi par les médias de masse un lavage de cerveau avec une colonisation de notre langue. Cette colonisation, elle est intervenue déjà, et chacun peut la repérer très facilement, par l'irruption d'un langage médical, technique, qui d'ordinaire était réservé aux spécialistes, mais également avec des nouveaux mots imposés à ce langage technique. Et donc tout ceci est intervenu. Je cite, je crois, une 60aine de mots, mais c'est déjà énorme. Il doit y en avoir encore bien d'autres, que ça soit sous la forme de slogans, sous la forme de voilà. Et ces mots techniques qui parfois ne veulent rien dire, comme malade asymptomatique, c'est un paradoxe en soi, puisque si on est malade, on a des symptômes. C'est pas parce qu'on ne voit pas les symptômes, mais en tout cas, on doit avoir des symptômes. Donc, c'est le propre de la définition de la maladie. Hein. Donc, le médecin doit être là pour diagnostiquer des symptômes. Et ensuite, en conclure, à partir d'une sémiologie,
l'existence ou pas de telle ou telle maladie en faisant différentes hypothèses. Donc ça déjà, c'est un paradoxe absolu, mais il y a comme ça plusieurs expressions qui ont fait irruption et qui ont colonisé la langue publique et qui ont donc parasité notre capacité d'appréhender l'expérience qui est autour de nous et qui s'appréhende par la langue. Nous sommes des êtres de langue, nous sommes des sujets parlants. Et donc, la façon dont nous nommons les choses détermine notre rapport aux autres et notre rapport à l'expérience. Donc, en fait, cette colonisation a été une façon de sidérer la pensée, parce que de toute façon, nous n'avions pas forcément les définitions des mots, et d'autre part, ces mots, ces définitions évoluaient, en fait implicitement, puisque ça ne désignait plus les mêmes choses au bout d'un moment, et puis il y avait des substitutions de mots, etc. Déjà, rien que ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a eu, bien sûr, dans ce que déjà Klemperer, qui analysait la langue nazie, avait relevé, et ça a été très net, il y a eu ce qu'on appelle une mécanisation et une technicisation, et on pourrait ajouter une numérisation de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, on nous parlait de mesures de freinage, comme si on pouvait freiner un virus, je veux dire, c'est-à-dire qu'on prend des métaphores mécaniques pour les adapter aux vivants. Il y a eu, donc, et tout ceci est une déshumanisation, c'est-à-dire mécaniciser, techniciser ou numériser le rapport humain est en fait une déshumanisation, tout simplement. Et c'est ce qui intervient tout le temps dans la langue totalitaire, quelle qu'elle soit. Et il y a eu aussi l'utilisation, l'éviction de certains termes, complètement, c'est-à-dire que de notre champ de représentation, nous n'avions plus accès à certains termes, tout simplement comme soigner, remède, voilà, donc même déontologie, on ne l'a pas tellement vu, ce terme-là, éthique, etc. C'est-à-dire tout ça, ce n'était plus employé au profit de cette langue de la colonisation. Et la colonisation fonctionne toujours par la langue. D'ailleurs, qu'on regarde ce qui se passe dans les colonisations actives de certains peuples, il s'agit bien sûr d'empêcher l'usage de la langue, c'est-à-dire d'empêcher un rapport au monde qui est aussi un rapport à notre histoire, à notre filiation et à notre patrimoine culturel. Et en tant qu'ancienne lettre classique, donc latin-grec, je suis très sensible effectivement à ça et à l'évolution des usages ou des mésusages plus exactement d'étymologie ou d'instrumentalisation voilà, de la langue. Et il y a eu des termes qui ont été survalorisés. Alors l'un des termes dont je parle dans le livre et qui a été survalorisé, c'était l'appel au sacrifice. C'est-à-dire qu'il fallait sacrifier les 1er mai heureux, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une survalorisation de ce terme sacrifice, dont on peut bien se demander pourquoi la population doit-elle se sacrifier alors que l'État est censé la protéger. C'est déjà une première chose. Et pour revenir à juste ce qui a été dit précédemment, ce qui est très important, c'est que cette narration délirante, cette idéologie, elle doit s'imposer au réel. C'est-à-dire qu'il va y avoir tant de morts, eh bien, il va falloir les fabriquer, ces morts-là. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, en refusant de soigner les gens, en confisquant aux médecins leurs prérogatives fondamentales, nous avons fabriqué des morts. Hein, donc ce qui s'est passé dans les EHPAD, ce qui s'est passé en refusant de soigner les gens, ce qui s'est passé également en supprimant leur travail à des gens qui se retrouvent sans revenus et désespérés, dont certains se suicident. Effectivement, il faudrait regarder quelle est l'augmentation, on le sait, il y a une augmentation terrifiante des taux de suicide, ce sont des fabrications de morts par le régime totalitaire. Et ça se procède toujours comme ça. Oui, je vais rebondir sur ce que dit Ariane. La première, tu as évoqué, Sébastien, le ribotril dans les EHPAD, mais une des premières causes de mortalité que moi j'ai pu observer assez tôt et que l'épidémiologie connaissait, c'était le fait de dire aux gens restez chez vous. N'allez pas voir votre médecin, c'est les messages de Santé publique France. Et derrière, on connaissait déjà en fait le processus d'hypoxémie heureuse, c'est-à-dire précisément le fait qu'il y avait une désaturation d'oxygène dans le sang chez les patients atteints de Covid, mais que cette désaturation n'était pas accompagnée des signes cliniques usuels
désaturation, c'est-à-dire une difficulté à respirer, un essoufflement, etc., etc. Et quand, en revanche, ces symptômes commençaient à apparaître, le taux de saturation d'oxygène dans le sang était tellement bas, c'est-à-dire parfois à moins de 80, 70, que les gens mouraient très vite une fois que le diagnostic était fait. Et il y a une statistique sur laquelle j'étais tombé dans un article de mai 2020 par des auteurs du Conseil scientifique, qui était que parmi les gens qui sont morts à l'hôpital, donc parmi les gens qui sont morts à l'hôpital, 17%, c'est près de 20%, près d'un sur 5, mouraient le jour de leur arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient trop tard. Et les morts rapides à l'hôpital étaient tout simplement liées au fait que vous aviez demandé aux gens surtout de ne pas aller voir un médecin, surtout de ne pas s'inquiéter eux-mêmes des premiers signes et d'attendre les signes cliniques en fait relativement sérieux pour effectivement ne même pas passer par un médecin et aller directement aux urgences. Sauf qu'à ce moment-là, c'était trop tard. Hein. Et donc là, effectivement, comme le rappelait Ariane, que dire d'autre qu'en empêchant les gens de consulter un médecin, on les a tout simplement préparés à mourir d'un manque de soins. C'est ça qui est apparu très tôt. Et dès le mois de mai, en fait, les gens du conseil scientifique avaient ces statistiques-là. Ils avaient sous les yeux, sur les courbes de mortalité à l'hôpital, ils avaient sous les yeux le fait que les gens arrivaient trop tard, et que s'ils arrivaient trop tard, c'est parce qu'on leur avait dit d'aller voir le médecin, et en empêchant les gens d'aller voir leur médecin, tout simplement, vous avez fait mourir. Donc en fait, on est là exactement dans la logique que décrit Ariane. On fabrique effectivement quelque part des morts, tout simplement par manque de soins, ou par injection de Rivotril, ou par effectivement tout simplement non prise en compte de leur maladie, voilà. Donc effectivement, il y a même une statistique qui est effrayante qui a été qui est portée par Pierre Chaillot, qui est aujourd'hui un des statisticiens les mieux renseignés en France sur les phénomènes de mortalité donc en période Covid, qui vous dit que d'abord la surmortalité significative, celle qui échappe aux fluctuations en France en 2021, elle est de à peu près 15 à 20 000 personnes, donc c'est relativement peu, sachant qu'il y a 600 000 personnes environ qui meurent tous les ans en France, et que ces 15 à 20 000 personnes peuvent être largement expliquées tout simplement par le manque de soins. Donc on serait pas mort du Covid, on serait mort tout simplement du manque de soins. Et effectivement, il y a un côté prophétique où les gens qui ont spéculé sur la gravité invraisemblable de ce virus avec 500 000 morts, en fait, vont vouloir faire en sorte que ces morts arrivent. Parce que sinon la réalité ne correspondrait pas à leurs calculs, et ça, il n'y a rien de pire pour eux. Donc en fait, donc là c'est un schéma assez pervers et assez paranoïaque sans doute, mais on veut faire en sorte que la prophétie annoncée, qui est souvent fausse parce qu'elle est de toute façon scientiste en fait, puisse quand même arriver dans le réel, et on finit par faire en sorte que cette catastrophe annoncée arrive, mais elle va arriver, cette surmortalité, tout simplement parce qu'on n'a pas soigné les gens. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Oui. Peut-être on peut rajouter, il y a une responsabilité immense des médias dans la propagande totalitaire, et qui consiste en deux choses, qu'avait relevé d'ailleurs Orwell au niveau de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire une narration, j'en en a parlé, qui est propulsée en avant et qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'expérience, mais qui nous est imposée comme une lecture, une grille de lecture par rapport à l'expérience que nous vivons. Et d'un autre côté, un silence total sur la réalité de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une double manipulation. Il y a une manipulation de mettre en avant, effectivement, par exemple, cette dangerosité ou ces morts que nous allions avoir autour de nous, qui allaient tomber comme des mouches et tout ça. Ça, c'est une chose. C'est imposer, en fait, un récit à l'expérience. Et de l'autre côté, un silence sur la réalité de l'expérience dans sa tragédie. Par exemple, on ne parle pas en fait des soignants là qui sont suspendus et qui sont et qui vivent une situation. On a dit d'eux que c'était des travailleurs réfractaires, mais au final, quelle est leur réelle situation sans revenu, avec finalement comme seule issue s'ils continuent de refuser de se soumettre à quelque chose qui est contre leur valeur, ou même parfois pour des raisons de santé, tout simplement. Ils ne peuvent pas, parce que, je veux dire, une réponse monolithique à un problème complexe est forcément fausse. C'est la confusion que la confusion que dénonce Aristote entre égalité
équité, c'est-à-dire qu'on veut traiter tout le monde pareil, donc tout le monde doit faire des injections. Et en temps normal, on regarde les sérologies des personnes, si elles sont susceptibles de faire du choc anaphylactique, si voilà, on essaie de prendre le principe de précaution, primum non nocere, on ne nuit pas à la personne, etc. Et tout ceci devient complètement bazardé à la poubelle. Et donc, par exemple, cette réalité-là, on n'en parle pas. La réalité de toute une population qui est extrêmement en souffrance, ou la réalité des enfants qui sont extrêmement en souffrance, les médias n'en parlent pas. C'est-à-dire ce qui n'arrange pas en fait le dogme officiel, on le passera sous silence. Et pourtant, c'est la réalité de l'expérience. Oui, c'est très juste, mais probablement parce que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans cette idéologie, ils refusent de reconnaître toute forme de narration alternative, et donc ils vont jusqu'au bout, mais on voit, ça dénote finalement le niveau de perversion du système dans son ensemble, et ce qui peut paraître effrayant pour beaucoup, parce que finalement on se dit, mais on vit au milieu de, on va dire presque de fous. C'est ça, c'est ce que décrivait Orwell. Il disait qu'il avait vécu une expérience totalement folle, au moment de la guerre en Espagne, où finalement les médias parlaient de choses qui ne se passaient pas, ils ne parlaient pas des choses qui se passaient. Et en fait, bon, c'est à peu près aussi également ce que nous avons vécu et que nous continuons de vivre. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. J'avais une question sur la perversion, mais je pense que vous l'avez abordée de manière assez large, donc je ne vais pas vous la poser. Simplement, je voudrais peut-être revenir avant. Oui. Ouais, un petit mot sur la fin justifie les moyens. Cette maxime politique, elle a une signification très claire. Ça veut dire que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire qu'on a le droit, dans cette maxime, d'utiliser comme moyen ce qui n'en est pas un. Mmh. C'est-à-dire que c'est toute une analyse de Hegel là-dessus, très, très pertinente. C'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser comme un moyen ce qui est une fin. Qui est une fin? C'est l'être humain. L'être humain est une fin en soi. Ce n'est pas un moyen, ce n'est pas un outil, ce n'est pas un instrument. À partir du moment où on va l'instrumentaliser, le considérer comme un outil, ce qui est le propre de la perversion, on est en train, effectivement, de faire une transgression sur l'humanité. Donc la fin justifie les moyens, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser n'importe quel moyen, même immoral, pour parvenir à la fin qu'on s'est donnée. Donc c'est tout à fait la maxime totalitaire par excellence. Ce qui, justement, rappelle ce que vous avez déjà évoqué, cette dimension sacrificielle, c'est-à-dire que pour être un bon citoyen, il faut accepter de se sacrifier pour la cause commune. Ce qui rentre, et peut-être que ils ont réussi à imposer ça justement parce qu'on était dans une dimension, je veux dire, il y a un inconscient chrétien, judéo-chrétien, du sacrifice finalement, qui fait peut-être que ça a permis de prendre un peu plus, chez nous en tout cas, qu'ailleurs, qui n'ont pas la même construction. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Hein, oui, je ne suis pas contre l'idée du sacrifice. D'ailleurs, Simone Weil, la philosophe, en a parlé également, c'est-à-dire qu'à certains moments de l'histoire, certains individus peuvent effectivement se se décider de se sacrifier pour rappeler en fait les droits sacrés, inaliénables de l'être humain. Sacrifier, c'est rendre sacré. La problématique, elle est la suivante. La problématique, elle est que ça doit partir d'une décision de l'individu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé. Imposé et par manipulation de masse. Et surtout, avec un objectif totalement inversé, c'est-à-dire que ça ne s'agit plus du tout de faire valoir les droits sacrés inaliénables de l'être humain. Voilà. Est-ce que pour se protéger de cette idéologie, de cette doctrine totalitaire, on pourrait simplement dire éloignez-vous du discours dominant, essayez plutôt de vous réinformer avec des médias dits alternatifs qui ne sont pas dans l'opposition contrôlée, bien que dans l'opposition contrôlée, parfois ils amènent des informations qui peuvent être intéressantes, on ne peut pas tout balayer non plus. Mais la bonne information serait beaucoup plus finalement celle qu'on va aller piocher par soi-même, comparer dans des médias sûrs, chez des éditeurs un peu sûrs, et sortir finalement de la doxa dominante pour se protéger peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il faut considérer, comme je l'ai dit, on l'a dit dans le livre, que nous avons eu affaire à un harcèlement. Et ce harcèlement, il a
une composante médiatique. Hein. Il y a la voix qui nous harcèle, et cette voix-là est extrêmement toxique, elle est passée par les médias de masse, comme dans tous les totalitarismes. Donc, c'est très important d'identifier d'où vient ce lavage de cerveau, notamment cette corruption de la langue dont nous avons parlé, d'où vient cette narration qui réécrit la réalité de l'expérience. Et effectivement, je pense très important de couper la toxicité, c'est-à-dire couper la source de toxicité pour récupérer un esprit critique, c'est-à-dire une capacité soi-même à essayer de discerner les choses, à récupérer aussi, sans se fier sur la base d'une foi qui est irrationnelle à ce discours dominant, pour essayer d'analyser un peu plus ce qui se passe et également comparer ce qui est dit avec la réalité de sa propre expérience. Je crois que c'est très important. Vincent, tu as peut-être... Oui, enfin, je crois qu'il n'y a pas de solution simple, justement, à la sortie du délire. C'est ça qui est terrible, c'est quand vous voyez, par exemple, vous-même des proches embarqués dans des phénomènes sectaires, par exemple, c'est pas facile de leur dire non, mais réveille-toi, et puis regarde, tout ce que t'explique ton gourou, ça n'a rien à voir avec le réel. On est face à des gens qui sont dans des situations psychiques, à mon avis, extrêmement fragiles. Et c'est très difficile. Il y a cette citation en exergue on a mis dans le livre qu'Ariane a ressorti, je crois, de Orwell ou d'un autre livre. C'était on ne combat pas une croyance en démontrant qu'elle est irrationnelle. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Donc, si vous dites bon bah réinformez-vous, allez voir un peu ailleurs, retrouvez du rationnel, ça marchera pas. Oui, ça suffira pas. Donc, pour moi, la question est intimement psychologique, psychique, et elle est tout aussi délicate que de sortir quelqu'un d'un délire. En fait, ça fait appel à des choses très profondes, je pense, qu'on a en nous. Et notre résistance, en particulier au délire collectif, à la psychose collective, je pense qu'elle vient en général de loin chez chaque individu, qui doit puiser dans son histoire personnelle. Comme on avait discuté avec Ariane, à quel moment les gens ont, dans leur histoire, déjà accepté la compromission et la corruption, qui font que du coup ils vont y retourner plus facilement et qui seront d'autant moins sensibles pour en sortir. Donc c'est très difficile effectivement parce qu'en plus une des manières d'en sortir, c'est de refaire corps, de refaire lien les uns avec les autres, qu'effectivement on puisse accueillir tout le monde et que tout le monde puisse se reparler, là où effectivement le discours ambiant tend à séparer chacun est seul avec l'information qu'il reçoit en particulier, l'information de masse. Et c'est très très dur de ce point de vue-là de sortir du narratif. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de solution simple, et c'est ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs, j'en suis, que le retour au réel sera très très long. Et il y aura de toute façon des gens complètement traumatisés. Les gens sont traumatisés, oui. Et c'est très dur de sortir d'un traumatisme. Le traumatisme, il est extrêmement violent. Et je pense qu'il sera très dur d'en sortir. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution simple. C'est ça qui fait que c'est toujours très dangereux. Il n'y a pas de solution simple à la sortie de la crise. Je comprends, effectivement. C'est vrai que c'est pas si simple que ça, et que quand on touche à la psyché, c'est une dimension qui complexifie finalement ce qu'on voudrait amener à certaines personnes, et on voit clairement que lorsqu'on essaie de convaincre, ça ne marche pas. Il vaut mieux donner parfois quelques petits éléments de vérification, quelques sources, sans essayer de convaincre, parce que sinon on est confronté à des murs. Je le vois dans mon entourage, il y en a, ils ont pour religion le scientisme, et ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que ce n'est pas de la science, par exemple. Et pourtant, j'essaie de leur amener des éléments de compréhension. Je veux dire, ils sont très diplômés, ils ont de bons métiers, ils n'arrivent pas à s'extraire de ça. Et c'est pas toujours facile, effectivement. Pourtant, c'est des amis d'enfance, donc je peux me permettre de les bousculer un peu parfois. C'est-à-dire que c'est un système clos, c'est-à-dire que l'idéologie ou l'idéologie scientiste, c'est un système clos qui fonctionne hors du doute, hors du champ du doute. Donc, comme la religion. C'est absolument pareil. Donc, ça tourne en rond. C'est un système d'interprétation et de croyance, et donc insérer du doute, c'est faire s'effondrer le système. Or, le doute, c'est la base de la démarche scientifique. Oui.
C'est très juste, effectivement. C'est la base de la démarche et beaucoup de gens n'acceptent pas, et c'est notamment par rapport à ce qu'on disait, parce que c'est une épidémie mondiale. Et donc, à partir de ce moment-là, ils refusent toute forme de critique, de doute par rapport à ce qui est mis en place. Pour eux, ils ne savent pas, ils se disent, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, ils sont là pour nous protéger. Puis il y a aussi cette barrière psychologique qui fait croire que les gouvernants sont des bons pères de famille et qui sont là systématiquement pour nous protéger. Je pense il y a une erreur là-dedans. C'est méconnaître l'histoire, je dirais, même parfois la philosophie. On peut donner, par exemple, je vous invite certains à lire Machiavel pour comprendre, qui était le livre de chevet de Mitterrand notamment. On peut le dire maintenant, il est décédé. Mais on comprend finalement la psyché qu'ils animent et que c'est pas toujours une psyché bienveillante pour la population. Même l'inverse, c'est les profils les plus narcissiques qui seront attirés par le pouvoir de toute façon. Donc, oui. Ce n'est pas que le pouvoir corrompt, c'est qu'il attire ceux qui le fascinent. Et ceux qui sont fascinés par le pouvoir sont les profils en psychologie les plus narcissiques, donc pervers, paranoïaques, et effectivement, qui veulent tout simplement le pouvoir pour en abuser. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, et cette logique sacrificielle, avant de vous poser une autre question, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Est-ce que tout ça, finalement, ne s'inscrit pas, j'allais dire, dans une logique néo-malthusianiste, c'est-à-dire en allant finalement dans leur idéologie de renversement de la société, de Great Reset, participer en même temps, finalement, à un accroissement non dit de la mortalité, puisqu'on l'a vu à travers les différents outils qui ont été déployés, donc qui est un outil de gestion démographique, et je parle justement de ça, de néo-malthusianisme et d'outils de gestion démographique, parce que il y a un président français qui a parlé du problème de la démographie il n'y a pas si longtemps dans une grande conférence, sans le citer bien sûr, mais qui disait que c'était un problème qui n'était que peu ou pas abordé, et qu'on allait vers une augmentation croissante de la population, et que parfois, voilà, on pourrait penser qu'il y a derrière. Je vous dis parce que j'ai fait une vidéo en ce sens et elle a très rapidement été strikée. Pourtant, je m'appuyais uniquement sur des articles très sérieux de la base du Cairn et sur notamment une idéologie qui a été, c'est sur leur site, c'est officiel, indiquée sur un think tank anglo-saxon qui s'appelle Population Matters et qui dit clairement que pour orienter la société vers un modèle un peu plus écologique, le seul problème qu'on a, c'est le problème de la démographie. Avec moins de gens, ce serait plus facile. C'est une situation du président. C'est totalement assumé par certains discours Donc on revient sur l'idéologie puissants. Oui. Mais on un voit peu bien eugéniste oui. Et on voit bien du coup que les peuples sont vus comme des ennemis, des pollueurs, des parasites, des émetteurs de carbone, etc. quoi. Donc les persécutés, les persécutés dans leur tête, ils sont là aussi. Hein. Oui, je comprends. Oui, pour revenir sur ce que dit Ariane, et c'est important dans cette logique de faire primer l'ensemble sur l'individu. C'est-à-dire que dans tous les totalitarismes, ce qui compte, c'est l'ensemble et pas le nombre des individus. Et tous les totalitarismes sont toujours orientés et guidés par une idéologie qui est celle de l'espèce, et jamais de l'individu. Donc, c'est important effectivement de réduire, par exemple, les êtres humains à des porteurs de virus pour trier le bon grain d'ivraie. Et donc, l'idéologie vaccinale nous dit que les vaccinés ne sont pas porteurs de virus, alors que les non-vaccinés le seraient, ce qui est plutôt l'inverse, souvent en général aujourd'hui, via notamment les anticorps facilitants liés à la vaccination. Mais c'est très important. Et il y a une phrase célèbre de Bertrand Russell, qui est un logicien, qui dit que l'ensemble de toutes les cafetières n'est pas une cafetière. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'ensemble, vous perdez le contenu, et l'ensemble continue à exister, même si le contenu varie. Donc c'est important du coup qu'on puisse commencer à avoir sur les individus
un point de vue sur l'espèce, plutôt un point de vue ensembliste, parce que effectivement, ça va préparer éventuellement les formes de thanatopolitique qu'on va mettre en place. Il y a eu justement ces propos en gros de Chomsky qui disait ouais bon les non-vaccinés on peut plus ou moins les affamer, ou en tout cas on daignera à peine leur donner à manger s'il faut, ce qui est la préparation effectivement à un sacrifice de ceux qui veulent pas lié à la logique vaccinale. Donc oui, il y a des risques, en tout cas, sur le vocabulaire avec lequel maintenant on parle des individus qui sont réduits à des choses biologiques dont on va nier l'âme, la psyché, ce que vous voulez, la préparation à un traitement ensembliste. L'ensemble restera, quel que soit finalement le nombre des individus. Donc qu'il y ait des arrière-pensées eugéniques, comme le dit Ariane, derrière les discours qu'on entend, c'est des logiques sacrificielles. Sacrifiez-vous. Oui. Voilà, sacrifiez-vous. Que seulement sacrifier les non essentiels, sacrifier les personnes âgées, sacrifier les handicapés. Après, selon ce qu'on met comme idéologie ou comme pseudo-idéal à cet ensemble, on continue de sacrifier une partie de la population. Donc, on nie finalement le sacré de la vie, on nie tout ce qui est philosophie morale, finalement, et on avance à l'aveugle hein, dans ce délire psychotique, vraiment. C'est un délire total. Je voulais, Vincent, peut-être, est-ce que vous pouvez si vous avez une idée, bien sûr, de ça, comment dépolitiser la science, les statistiques, afin de les faire correspondre un peu plus à l'intérêt général et non à des intérêts privés qui sont parfois mortifères. Et on le voit en cette période qu'ils sont mortifères. C'est-à-dire comment arriver, on sait que tout est politisé, tout est financiarisé. Comment arriver finalement à donner une certaine indépendance à ces scientifiques, à ceux qui travaillent pour l'intérêt général. En théorie, ils sont indépendants. Les instituts de statistiques, justement, ont été créés sur l'anti-modèle de ce qui se passait dans les blocs de l'Est et dans les États propagandistes. Donc, normalement, ils ont toute légitimité et possibilité de travailler seuls et en indépendance. Simplement, on leur en donne pas les moyens. Par exemple, s'agissant des statistiques, si on reprend la pharmacovigilance sur les vaccins, en France, vous n'avez pas accès aux data frames, vous n'avez pas accès aux données, vous pouvez pas vous faire vous-même vos calculs, vous êtes obligé d'accepter ce qu'on vous donne sans y avoir accès. Laurent Toubiana a effectivement lancé une pétition au Sénat pour avoir le statut vaccinal des mortalités toutes causes à 28 jours. C'est-à-dire que toutes les personnes mortes, quelle que soit la cause pour laquelle ils sont morts, y compris si c'est un accident de voiture, mais savoir à quel moment ils ont été vaccinés ou pas, de sorte qu'on puisse éventuellement mettre en évidence une corrélation ou l'absence de corrélation d'ailleurs entre une date d'injection et une mort ensuite pour certaines raisons. Donc aujourd'hui, le problème c'est que vous laissez les statistiques dans les administrations. Les administrations sont au pouvoir de l'exécutif, sont finalement dirigées par l'exécutif. L'administration, c'est l'exécutif en acte, quelque part. Et les enseignants-chercheurs comme moi n'ont pas accès à l'ensemble des données qui leur permettraient de faire des calculs transparents, reproductibles. Il n'y a pas de reproductibilité, il n'y a pas de transparence dans les calculs. Vous prenez les données de la NSM sur la pharmacovigilance, en fait, ils vous donnent des tableaux agrégés. Vous ne savez pas comment c'est calculé, vous ne savez pas quelle formule, vous ne savez pas à partir de quelles données. Et donc, vous-même, derrière, vous ne pouvez pas, ne serait-ce que vérifier les calculs ou exploiter les bases de données avec d'autres méthodes qui n'auraient pas été envisagées par l'administration. Donc, un des problèmes aujourd'hui, c'est que les statistiques sont l'apanage des administrations, justement, et pas des enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs sont libres constitutionnellement de leur travail de recherche et la seule limite à leur parole, c'est la tolérance et l'objectivité. Mais ça, on leur dénie la possibilité de le faire puisque tout est enfermé dans des administrations qui sont à la solde de l'exécutif. Donc, de ce point de vue-là, si on veut dépolitiser effectivement l'utilisation des statistiques, il faut faire en sorte que les données brutes soient accessibles pour tout le monde de la même manière et qu'il n'y ait pas une seule statistique administrative qui puisse sortir sans qu'elle ait été effectivement rendue transparente et sans que des enseignants indépendants, des enseignants-chercheurs indépendants aient eu eux aussi la possibilité de vérifier, de proposer à contrario d'autres interprétations sur les chiffres. En soi, les statistiques sont neutres.
Si vous voulez, c'est juste la manière avec laquelle vous allez les appliquer et surtout les interprétations que vous allez en faire qui sont orientées politiquement. Donc, le seul moyen, c'est de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes données brutes. Et puis, on discute ensuite à partir de ces données brutes sur les calculs qu'on fait. Donc, une libération de l'information et donc des données au plus grand nombre, pour résumer. Exactement. Ariane, vous Oui, avez on va reprendre la phrase totalitaire. Hein, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi nous le cachons? Voilà. C'est un peu ça, effectivement. Avant de passer à la prochaine question, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais savoir, comme c'est aussi une chaîne qui analyse l'actualité aussi dans sa dimension spirituelle, quel rapport vous avez, l'un et l'autre, à l'âme, c'est-à-dire à l'existence, que vous la voyez simplement comme une fonction végétative du corps, ou est-ce que, comme certains le voient, plutôt comme un esprit qui est incarné dans un corps, donc une forme d'immortalité de cette âme? Parce qu'il y a un combat idéologique qui se fait entre deux courants même philosophiques, je pourrais dire. Un qui est matérialiste, duquel découle le darwinisme, et donc celui vers lequel on veut nous amener maintenant, qui est le transhumanisme. C'est pour ça qu'on parle de combat, entre guillemets, un petit peu spirituel en ce moment. Et un autre qui est beaucoup plus spirituel, qui vient plutôt du platonicisme, et même avant, de Socrate et d'autres, et qui est justement de cette immortalité de l'âme, donc qui permet de retrouver une forme de souveraineté collective et individuelle, enfin individuelle et collective dans les deux sens. Quel rapport vous avez par rapport à cette âme? Moi, vous la voyez dans sa dimension sexuelle? J'ai déjà écrit dessus sur il y a des années, hein, sur mon site, sur cet antagonisme entre matérialiste et spiritualiste, et sur l'éradication du mot même d'âme au XXe siècle, hein, donc qui devient une espèce de terme ésotérique, alors que c'était la base en fait des discussions philosophiques avant, et métaphysiques et morales aussi, hein, voilà, je pense que c'est assez clair. Hein, de toute façon, au niveau de la philosophie, nous sommes des êtres, autonomes, hein, c'est-à-dire que nous avons une capacité, justement à l'inverse des objets mécaniques, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas dirigés par l'extérieur, mais par l'intérieur de nous-mêmes, donc avec capacité régénérative, etc. Donc voilà, la notion d'âme me paraît fondamentale au niveau de la psychologie, et d'ailleurs la psychologie c'est la science de l'âme, hein, donc il faut quand même revenir que serait un psychologue qui ne croit pas en l'âme et qui n'intègre pas l'âme dans son travail, puisque c'est la science de l'âme. Voilà, la psyché, c'est l'âme. Tout à fait. Mais vous la voyez quand même comme, j'allais dire, comme un esprit indépendant, comme une âme immortelle, quelque chose qui existe avant le corps et qui existe après, ou vous n'êtes pas spécialement posé la question? Non, je suis assez, je m'étais déjà prononcée, je suis assez d'accord avec la vision platonicienne des choses. Hein, je pense que c'est assez, je pense que c'est assez représentatif. C'est assez représentatif de ce que c'est, ouais. Ce qui peut justifier, j'allais dire, ce que certains vivent, par exemple les expériences de mort imminente, qui sont très décriées dans le milieu scientifique, je dirais principal, enfin, mainstream, ce que certains ont vécu parfois, donc c'est-à-dire voir leur corps se détacher. Bon, après c'est autre chose, mais simplement pour savoir, en fait, c'est comme ces deux visions qui sont totalement opposées, et notamment le Great Reset s'inscrit dans la vision purement darwinienne, à savoir, et le conseiller de Klaus Schwab, qui est Monsieur Harari, je crois, hein, parle justement de négation de l'âme. Il dit toutes ces histoires d'âme, là, ça n'existe pas maintenant, il faut qu'on aille vers le transhumanisme. Donc on voit bien, en fait, l'idéologie de fond qu'il y a derrière, la négation de toute la philosophie donc platonicienne, de son héritière qui est le christianisme, qui est un peu, on va dire, du platonicisme pour le peuple, entre guillemets. Et enfin voilà, vous, votre rapport, Vincent, peut-être par rapport à ça? Si ça vous gêne pas, après, si vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, je veux dire, si c'est... Non, enfin, moi, il y a toute la discussion cartésienne, justement, sur le dualisme entre la substance et l'âme, qui est effectivement quelque chose, l'âme, c'est Guillemot qui essaie d'en parler de manière plus ou moins
méthodique, on va dire, scientifique, pourquoi pas, mais l'âme sort de la science, justement, quelque part. Je pense qu'il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ait une âme et que justement cette âme soit aussi génératrice de libre arbitre. Ce qui fait que l'avenir n'est jamais n'est jamais certain. On a toujours moyen de prendre nous-mêmes des décisions et de se libérer effectivement. Alors l'âme, on se tient avec la substance, une relation qui est complexe sûrement, et on a du mal, je pense, à penser philosophiquement l'âme. C'est ce qui fait que c'est plus facile de tout réduire à la science, le substantialisme. Oui. Donc moi mon idée, elle est là. Oui, c'est un côté métaphysique, l'âme, quelque part, qui fait qu'il n'y a pas d'études scientifiques de l'âme. Et justement, on avait reproché à Descartes à la fois d'établir, c'est Husserl qui le faisait, d'établir à la fois un dualisme et tout de suite de réduire l'âme à la possibilité d'une étude scientifique. Je crois que c'est ce qu'il avait appelé le psychologisme. Et l'âme ne serait effectivement que le résidu de la matière, finalement, quand bien même elle a une ontologie qui est sûrement plus compliquée que ça. Donc moi, en tant que scientifique, c'est des questions vers lesquelles je ne peux pas aller en tant que scientifique, parce que je pense que justement l'âme échappe à la science, mais qu'elle fait partie de l'intégrité humaine, en fait, et que du coup ça fait partie du scientisme, justement, de vouloir réduire l'âme à quelque chose de consécutif à la substance. De sensible. Oui, de sensible. Donc, je sais pas ce que c'est que l'âme, mais j'ai une intuition qu'elle existe. Je vais répondre comme ça. D'accord. Et du coup, c'est rassurant. Et il y a peut-être pas forcément des besoins fondamentaux de savoir exactement ce qu'est l'âme pour pouvoir la vivre et pour pouvoir en profiter. Et pour pouvoir affirmer que effectivement l'âme a aussi son indépendance et a aussi son libre arbitre, et que c'est grâce à ça qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas juste les objets des choses. Donc voilà, c'est mon sentiment. C'est la question fondamentale. Si on devait résumer effectivement cette crise scientiste à une question fondamentale, ce serait celle de l'âme. Je pense que oui, effectivement, complètement. Tout à fait d'accord. Voilà. Je vais vous donner une définition qui personnellement m'a marqué et que j'ai retenue par rapport à l'âme. C'est une définition de Carl Gustav Jung, médecin psychiatre, celui qui a théorisé l'inconscient collectif et le phénomène de synchronicité. Et je trouve que qui reste quand même une définition qui se rapproche le plus de la démarche scientifique. Lui, il l'appelle une force vitale intelligente en dehors de l'espace et du temps. Donc, il a écrit tout un livre dessus. Je vous donnerai les références si nécessaire. Mais je trouve que c'est une définition assez claire, assez logique, par rapport à ce qui peut animer chacun. Lui, sa spécialité, c'était clairement justement l'analyse de la psyché et l'analyse expérimentale, puisque c'est vraiment tout ce qu'il a fait durant toute sa carrière. On peut aussi rappeler là que le terme animé vient précisément de l'âme au niveau étymologique, et donc ce qui anime la matière humaine, c'est effectivement étymologiquement ce qui anime, c'est l'âme. Donc, et je pense important que on arrête de vouloir avoir une prétention de tout maîtriser, parce qu'il y a dans la vie humaine du mystère, précisément des états d'âme, et tout ceci est la richesse en fait de notre humanité. C'est vrai, très juste. Alors passons de manière peut-être pas un peu plus légère, parce que c'était quand même une question un peu profonde, un peu métaphysique, mais revenons à notre sujet principal. Pour savoir par rapport au totalitarisme justement et à la science, comment éduquer des citoyens, comment éduquer, je vais utiliser l'expression peuple roi, dans son sens normalement, j'allais dire constitutionnel, comment éduquer un peuple, des citoyens, pour éviter qu'ils tombent dans le piège du récit totalitaire et du déni. Alors, comment essayer de les éduquer? Donc là, c'est pas essayer de les convaincre qu'ils sont tombés dedans, c'est comment plutôt essayer de le prendre à la racine et d'éduquer les gens pour, à la fois dans l'aspect scientifique, pour pas qu'ils tombent dans le scientisme, et dans l'aspect du langage, comment arriver finalement à leur donner des clés pour ne pas qu'ils tombent dedans. C'est une question qui a été posée et travaillée en philosophie politique depuis longtemps. Il en est ressorti que
Donc, je pense notamment, je pense à Condorcet, je pense à Hegel, je pense à Kant, donc sur la question de l'éducation, sur la réflexion sur l'éducation, etc. En fait, et tout l'enjeu de l'être humain, c'est que pour réussir à vivre dans une société qui harmonieuse, en fait, ou en tout cas qui respecte des interdits moraux fondamentaux qui lui permettent de subsister, il faut absolument éduquer l'individu. C'est-à-dire, il faut le sortir de son état pulsionnel premier, c'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux, et ensuite lui permettre d'acquérir une certaine discipline qui est en fait la science de la maîtrise de ses pulsions, et ensuite lui permettre d'acquérir des outils logiques et des outils rationnels qui permettront de créer un certain rempart. Mais ces outils logiques et rationnels ne peuvent pas s'acquérir si on n'a pas acquis de discipline. C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer par mettre un frein à ces pulsions premières qui sont « je fais ce que je veux quand je veux », donc qui sont voilà, la spontanéité pulsionnelle, et ensuite donc pouvoir rentrer dans une certaine discipline, et ensuite pouvoir acquérir les conditions de renfort d'analyse logique, de la rationalité, et bien sûr ensuite, pourquoi pas, d'analyse de la rhétorique, des conditions de la manipulation, etc. On voit bien que, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans tout ça, on voit bien que tout est fait absolument à l'inverse depuis des décennies, c'est-à-dire il s'agit plutôt d'encourager les enfants à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, c'est-à-dire à prendre des décisions pour tout ce qui concerne les aspects de leur vie, etc., donc ils ne sont pas en mesure de les prendre, ou encore une fois, être des êtres consommateurs, c'est-à-dire être dans le primat de la société consommation qui effectivement, j'avale, je consomme, donc je satisfais ma pulsion, et non pas dans la frustration quand j'entre une certaine discipline, des efforts, etc. Et donc, le règne des écrans, c'est aussi le tout cuit dans la bouche, c'est plus du tout l'effort qui est acquis par capacité mentale. Et le moment où il convient de renforcer la fonction logique, c'est l'école primaire. Donc ça, Hegel, on avait bien parlé dans les textes pédagogiques en disant l'importance d'enseigner le latin, notamment en même temps que voilà le latin, les mathématiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rempart logique à créer pour pouvoir ensuite que ce rempart serve de protection contre la vie pulsionnelle qui peut avoir des aspects intéressants, mais qui ne peut pas nous déborder. C'est-à-dire que si elle nous déborde et si nous sommes prisonniers de nos pulsions, effectivement, nous ne pouvons pas prétendre à une quelconque forme de liberté, tout simplement. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une société qui fonctionne à l'encouragement pervers du désir tout azimut, mais du désir qui est un désir pas du tout élaboré, qui est un désir primaire. Et on le voit encore, je reviens sur les droits sexuels, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout maintenir les individus prisonniers de leur pulsion. Donc on est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire et ce que certains ont tenté, ont essayé de faire. Mais bien évidemment, c'est pas du tout le projet. On a des réflexions chez Condorcet, évidemment, sur cette affaire. C'est pas du tout le projet des abuseurs de pouvoir d'avoir des gens qui soient structurés, réfléchis en face et qui aient développé un esprit critique et donc capacité de les remettre en question et de pouvoir prétendre à une certaine autonomie intellectuelle, psychique, émotionnelle, etc. Tant que nous sommes prisonniers de nos pulsions, nous sommes manipulables également par les premières émotions venues qui viennent des médias de masse. Donc l'éducation est une question centrale en philosophie politique. Oui, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à la question de l'éducation qui permet de trouver des outils de défense. Je crois qu'Ariane a parfaitement raison de rappeler l'importance de Condorcet, qui s'oppose en fait à l'école de Jules Ferry. En France, on a l'école de Jules Ferry, qui est une école essentiellement utilitariste, une école de l'obéissance.
de la propagande. Je rappelle que Jules Ferry, le projet de Jules Ferry dans l'éducation des masses, donc c'était de former des soldats. Et de ce point de vue-là, dans l'éducation de Jules Ferry, il y a un nationalisme, il y a donc une propagande nationaliste qui est réalisée dès le début, à tous les niveaux, à tous les instants, et je pense qu'on n'en est jamais sorti. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que dans l'éducation, vous pouvez avoir des livres, par exemple, qui vont vanter le confinement. Bon, voilà, donc les nouveaux livres sur le programme, on vante le sacrifice par le confinement, on réengage cette notion sacrificielle qu'avait souligné Ariane tout à l'heure. Donc, sans doute, effectivement, le projet de Condorcet, qui est le projet d'une instruction et d'une éducation qui vont libérer l'individu de ses chaînes, de ses croyances et des effets de la propagande. Mais on pourrait tout aussi bien poser la question comment résister à un pervers narcissique. C'est pas facile. Il y a pas de méthode. Hein. Les magazines vous vendent les recettes là pour détecter et résister au pervers narcissique, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Ça fait beaucoup appel effectivement à la psychologie, à des choses intimes, comment on bascule dans la croyance, dans la secte, etc. Et là, à ce moment, il n'y a pas de solution simple. On nous dit faire plus d'éducation, mais le gouvernement lui-même se targuera de faire plus d'éducation, sauf qu'il fera plus de propagande. Donc, de fait, la distinction est pas facile et je crois qu'elle possède la résistance part d'une forme d'intuition. Moi, c'est parti d'une forme d'intuition. C'est bon, j'ai fait le premier confinement. J'étais très embêté par ça et je savais pas sur quel pied danser. Je sentais confusément que c'était une arnaque, mais je savais pas le formuler puisqu'il y avait toute la propagande justement. Et bon, j'ai la chance d'avoir le temps, d'être enseignant-chercheur, d'avoir pu me plonger dans des articles, voir que c'était de la foutaise. Et du coup, comme ça, me sortir finalement. Mais au fond, c'est parce que j'ai vécu une forme d'agression dans tout le confinement que ça m'a fait ouvrir les yeux. Bon, il y a des gens pour qui, par exemple, le confinement a été une période où ils ont pu s'installer dans leur résidence secondaire, justement fuir Paris, se retrouver dans l'Ouest, et pour qui ça a été une période plutôt intéressante. Et ceux-là, par exemple, auront peut-être moins tendance à remettre en cause de la violence du confinement parce qu'eux-mêmes l'auront bien vécu et intellectuellement, justement, seront séduits par les discours pséudologiques. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus affaire de psychologie que d'instruction et d'éducation. Et je remarque que les premiers à avoir un peu râlé dans l'histoire, c'était les gilets jaunes, les gens précaires, ceux qu'on suppose être un peu plus éloignés des diplômes à Bac+5 ou Bac+8, et qui pourtant, effectivement, ont résisté et continuent à résister. Donc, c'est l'expérience peut-être sociale et psychologique qui va déterminer, et c'est là, en fait, il n'y a pas d'éducation à ça. D'éducation à ça. Donc, c'est très compliqué pour moi. Il n'y a pas de méthode qui permette de faire en sorte qu'on sorte du totalitarisme. La preuve, c'est qu'on l'a vécu. Arrête nous a dit, méfiez-vous, il va revenir. On a dit qu'on avait mis en place tous les programmes, etc. Et quand Ariane fait une interview avec Vera Sharav sur France Soir pour bien mettre en évidence la proximité entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'a pu vivre Vera Sharav, c'est supprimé le lendemain, c'est bloqué le lendemain. Donc, c'est supprimé et nous avons des tas de commentaires antisémites. Précisons quand même à un moment donné. Voilà, alors qu'en fait, on prétend avoir mis tout en place en termes d'éducation, d'instruction pour que plus jamais ça n'arrive. On dit que les programmes d'histoire sont orientés vers effectivement l'étude du nazisme, etc., pour plus que jamais ça ne se reproduise. Et pour rien vous cacher, moi, la première fois que je rentre en résistance, c'est parce que je me souviens d'une phrase de mon prof d'histoire géo en première, quand vous faites les totalitarismes, à l'époque c'était premier au terminal, je ne sais plus, qui me dit, mais de toute façon, à partir du moment où un chef d'État quelconque vous prend une liberté, il vous la rendra pas. Et c'est exactement quand on a justifié le confinement par le virus, on a toujours une bonne raison de dire que on va sacrifier une liberté. Et c'est jamais vrai. Le principe, c'est les libertés, les droits aliénables sont des droits aliénables. La liberté de se déplacer en est une. Et si on va la supprimer, c'est qu'on ne vous la rendra pas. Donc c'est parce que de toute façon, on n'y croit pas. Donc normalement, tout avait été mis en place et malgré ça, on y retombe. Voilà, on y retombe. Donc ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est pas l'éducation en soi.
c'est ce que les gens en font, et ce que les gens en font s'appuie dans leur histoire personnelle, dans leur sensibilité, dans leurs émotions. Il y a pas forcément d'éducation à ça, sauf comme disait Ariane, apprendre à se dire qu'on n'est pas tout puissant, apprendre à accepter l'autre, le point de vue de l'autre, l'altérité. Et ça, c'est pour moi des notions beaucoup plus psychologiques, liées à nos pulsions, que d'ordre rationnel et éducatif. Je sais pas, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de solution. C'est comme comment on sort au jeu de la crise, il n'y a pas de solution simple. Comment on fait en sorte que ça se reproduise plus? Bah, on voit qu'il n'y a pas de solution simple. Je sais pas du tout, en fait. Est-ce que se rapprocher du réel, par exemple, dans le cadre de l'éducation, ça pourrait être, si je devais donner un exemple, ça pourrait être enseigner, par exemple, à des enfants à revenir à un apprentissage, par exemple, de la permaculture, moins de compétition à l'école, plus de collaboration, plus de. Est-ce que des mécanismes comme ça permettraient justement de limiter le fait de tomber dans un récit totalitaire, tout simplement? À nouveau s'ancrer un peu plus dans le réel, je vais dire. Il y a l'expérience phénoménologique, en fait, ce qu'Ariane m'avait indiqué. Moi, j'ai pas vraiment lu Husserl, mais j'ai tourné un peu autour ces derniers temps parce que je pense que c'est fondamental. Justement, les phénoménologues ont des techniques, on va dire, pour avoir une perception du réel qui soit pas celle finalement du récit idéologique. Donc, la philosophie et la pratique de la phénoménologie, par exemple, je pense, peut être un rempart contre la contagion du récit idéologique délirant. Ça peut être une. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie en acte? Bon, il y a des gens qui écrivent dessus, hein, donc on peut renvoyer à la phénoménologie, par exemple, comme manière de se construire des barrières contre le délire idéologique. Mais je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Je pense que, en fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est une histoire extrêmement répétitive. Je pense que l'être humain, comme les collectifs humains, ont toujours à un moment donné la tentation, la fascination, quels que soient les remparts que l'on met, de régresser dans de la pulsion mortifère. L'ensemble de l'histoire de l'humanité nous le démontre. Donc c'est ce que Hegel appelle le moment négatif de l'histoire, c'est-à-dire voilà, il y a quelque chose qui est une sorte de fatalité qui revient de destructivité dans l'humanité. Donc je suis pas sûre que, quels que soient les remparts que l'on mette, on échappe à ça. Oui, je comprends. Même en donnant des clés de philosophie plus jeunes, en l'enseignant beaucoup plus jeune, en la vulgarisant auprès des enfants. Je sais qu'il y en a qui essaient, notamment Frédéric Lenoir, je crois qu'il essaie de faire de la philosophie à la portée des plus jeunes. Oui, mais même ça, c'est contestable, oui. Parce que, je veux dire, la philosophie, c'est déjà un niveau de rationalité supérieur, déjà qu'on enseigne correctement à lire, écrire et compter, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est ça, le problème, c'est que il n'y a pas que les enseignements, il y a l'exemplarité, il y a ce que nous transmettons aussi au niveau inconscient, au niveau des traumatismes dans nos familles, dans les sociétés, dans les peuples, tous ces mensonges voilà, donc tout ceci, c'est quelque chose de presque irrésolvable. Est-ce qu'il ne faudrait pas que des individus, des groupes se structurent à l'inverse finalement des structures de pouvoir qui, on le voit clairement, sont là justement pour accentuer sur cette idéologie perverse? Est-ce que des intellectuels, des gens comme vous, par exemple, vous avez fait un travail formidable, une analyse qui restera, je pense, un petit peu dans les annales de l'analyse du langage, puisque vous avez reçu un espèce d'exploit quand même intellectuel de réunir à la fois le langage mathématique et le langage de la communication verbale et écrite. Et ça, merci beaucoup pour ce travail qui est assez exceptionnel et qui, j'espère, aidera beaucoup de gens justement à s'extraire un petit peu de ce récit, de ce faux récit. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de structurer un peu plus des profils, des groupes comme vous,
Je crois que le philosophe Ortega, le philosophe espagnol, disait que le prototype de l'homme de l'homme de masse, c'était l'homme de science, le technicien, le spécialiste, c'est-à-dire celui qui est aussi compétent dans son domaine qu'il est mauvais dans tous les autres. Et souvent parce qu'il prend pas en fait assez de recul ou il ne s'inspire pas finalement d'autres types de connaissances. Est-ce qu'il faudrait pas justement recréer finalement à travers des profils comme les vôtres, j'allais dire des structures qui permettraient justement d'amener autre chose à la population, aux individus, quelque chose de plus juste, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une véritable philosophie morale, hein, au final. Parce que quand on voit, comme vous disiez, que dans des livres, on explique que le confinement, c'est quelque chose qui est d'intérêt général, alors que c'est faux, que ça a été basé sur des fausses études, que même les États-Unis maintenant commencent à le reconnaître, je crois, dans des grandes études internationales. Je ne sais pas même si c'est pas le docteur Fauci qui dit que en réalité, il n'y a eu aucun gain. Oui, sur le rôle des intellectuels spécifiques, comme disait Bourdieu, que ce soit Foucault à l'époque, Bourdieu lui-même, aujourd'hui des mathématiciens, des psychologues comme cliniciennes comme Marianne, c'est évident qu'il faut pouvoir diffuser cette parole critique et la structuration des téléweb en fait justement qui sont un petit peu plus faciles de construction, de fonctionnement à tous les niveaux, y compris financiers, sont des choses intéressantes, même si le web c'est quelque chose qui est aussi sous contrôle, qui est aussi quelque chose de numérique, qui est aussi un filtre. Mais bon, il y a des groupes qui se structurent. Donc en France, il y a eu bien sûr Réinfo Covid qui a permis que Ariane et moi tout simplement on se rencontre, ce qui n'aurait jamais été le cas sinon. Le Conseil scientifique indépendant, qui chez beaucoup de personnes est un espace de parole scientifique justement indépendante, sans conflit d'intérêt, donc nécessairement critique de la parole médiatique. Et puis ce qu'on a vu, donc le congrès international Covid Summit qu'on a organisé donc la semaine dernière, qui permet de structurer au niveau international justement une parole à la fois scientifique, médicale, mais également intellectuelle. Donc qui permet à ceux qui ont l'intuition du mensonge effectivement de trouver des sources de paroles qui soient plus des paroles paranoïaques et délirantes, je pense, mais des paroles plutôt concrètes. Donc oui, tout ça c'est vrai, je pense, c'est ce qu'on fait ici avec Ariane, avec toi Sébastien, c'est bien sûr c'est ça, c'est pouvoir diffuser une parole qui permette aux gens de retrouver un petit peu de réalité, de concret, de nommer surtout ce qui nous arrive. Et je crois que il y a une idée très psychanalytique là-dedans, c'est que le fait de nommer, de prendre conscience effectivement permet aussi de sortir de la peur, de sortir de l'effroi et donc de réagir dans le réel. En fait, c'est ce qui est fou, c'est que la solution est très simple, c'est que tout le monde dise non en même temps, voilà. C'est simple, à la fois très simple et très compliqué, et c'est pour ça qu'il faut convaincre les gens de dire non et de leur donner des forces psychologiques et morales, et c'est ce que fait très bien Ariane. Et le travail d'analyse, c'est ça, c'est analyser pour redonner les forces psychologiques et morales de l'action. Détruire la mauvaise science en fait partie aussi, et c'est ça qui fait partie du soin, je pense, et du soin qu'on apporte. Et si le soin n'arrive pas jusqu'aux personnes qui en ont besoin, au moins que le témoignage reste. Donc oui, structurer une parole plus libre en fait, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord, merci. Ariane? Oui, moi je crois que l'histoire du pouvoir, c'est une question universelle, dont aucun groupe n'échappe à cette question-là. Donc effectivement, il peut y avoir des petits groupes, mais la question du pouvoir se pose presque de façon criante quand les groupes s'élargissent. Hein, donc soit qu'il y ait contestation d'autorité justement par des profils pervers, soit qu'il y ait tout simplement encore une fois cette tentation de l'abus de pouvoir. Donc je crois que tout sur cette planète obéit, que ce soit des entreprises, des familles, des individus, des États, à la loi suivante, hein, la naissance, la croissance, la maturité, la dégénérescence et la mort, et que c'est pareil pour les civilisations, c'est pareil pour les groupes. Donc effectivement, les groupes naissants peuvent être moins
polluée par cette question de l'abus de pouvoir, mais je crois que fatalement, elles la rencontreront à un moment donné. Donc, moi, je suis plus quelqu'un qui travaille sur des solutions individuelles, parce que je pense que si un individu déjà a avancé par rapport à lui-même, il peut être source d'exemple pour son entourage. Alors que si on attend des choses du collectif, on est toujours dans une position infantile et donc on n'a toujours pas en fait réglé sa propre problématique. Et donc je suis davantage socratique, hein, la connaissance de soi et le fait de revenir à son propre niveau au lieu d'attendre la révolution du grand soir qui de toute façon dégénère toujours sur un mode tyrannique ou totalitaire, ça me paraît, en tout cas c'est plus mon approche. Voilà. D'accord. En conclusion, peut-être, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? On va sortir rapidement. Un petit message d'espoir peut-être pour les auditeurs en conclusion, quelque chose de rapide. Oui, bah, moi, ce que j'espère juste, c'est qu'il y ait clairement un changement de majorité politique qui permette simplement à la justice d'agir. On a tous les moyens de mettre devant la justice et de faire éclater devant la justice la vérité, si c'est un des choses fondamentales. Donc, bon, mais quoi qu'il en soit, vous savez, les systèmes totalitaires finissent toujours par s'écrouler. Et ce que disait Marx, c'est peut-être vrai, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois en tragédie, la seconde fois en farce. Macron, c'est peut-être la farce, je vois, du nazisme quelque part, et on espère que la marionnette tombera bientôt. Et en même temps, bon, il y a quand même des racines profondes, donc on est dans un moment de tension. Peut-être que dimanche prochain et celui dans 15 jours nous permettront d'en sortir en partie. En tout cas, moi, je continuerai à dire et analyser, et je pense qu'avec Ariane, on va continuer ce travail d'analyse sur le totalitarisme qui est, à mon avis, fondamental. Merci. Merci Vincent. Oui, c'est une. Alors, elle peut durer longtemps, hein, cette période, mais la logique totalitaire, elle est mortifère, c'est-à-dire que ça se termine toujours en autodestruction ou en guerre. Mais du coup, je crois qu'il est important de se positionner pour, à la fois pour l'après et pour l'avant. C'est-à-dire que dans ces moments-là, dans ces époques troubles et obscures, il faut, en tout cas, c'est ma posture, il faut à la fois témoigner, ça me paraît très important de témoigner ce qui se passe, et ce qu'on a essayé de faire à travers ce livre, mais aussi se rappeler qu'il y a bien du savoir et bien de la transmission qui nous ont été apportés jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on ait traversé des époques extrêmement obscures par donc des humanistes qui ont tenté de garder ce fil en fait d'humanité. C'est comme ça que nous avons les œuvres d'Homère, 800 ans avant Jésus-Christ, parce qu'ils ont été recopiés dans des monastères dans des temps extrêmement troubles. Et je crois que ça, c'est une fonction extrêmement importante parce que ce sont les bases en fait de notre culture, et ce sont aussi des bases spirituelles extrêmement fondamentales, morales, spirituelles, et c'est un chemin précisément essaye d'éradiquer le totalitarisme, c'est-à-dire il veut faire table rase, il n'y avait rien avant, nous n'existions pas, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu des belles choses, il n'y a pas eu des grandes choses qui ont été faites, et je pense que c'est aussi notre devoir de s'inscrire dans cette conservation à une époque où elle est extrêmement mise en danger. Et curieusement, au moment où l'information, soi-disant, circule partout, nous n'avons jamais été autant en danger, précisément par la perte de la matérialisation, de perdre un certain nombre de savoirs, un certain nombre de livres. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est aussi très important. Et voilà. Et donc, garder ce fil-là et garder ce repère-là, quoi qu'il se passe. Voilà. Après la tempête vient le soleil, espérons. Je pense que nous sommes en pleine tempête, effectivement, et que j'ai bon espoir pour que ça change positivement, même si, comme vous le soulignez, Ariane, ça peut durer un certain temps. Mais je dirais qu'on est quand même à la croisée des chemins et dans une phase de changement de paradigme. Je l'ai vu, je donnais des cours dans une petite école à Bordeaux, et une école de géobiologie.
Et je vois que c'est une activité accessoire de ce que je fais. Il y a beaucoup de gens de différents profils qui venaient dans cette école, justement, et qui participaient à ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'ils étaient en période de reconversion, ou en période de compréhension, en fait, de la période dans laquelle nous sommes. Ça fait déjà quelques années même qu'il y a ce changement qui se met en place pour une société qui serait justement, qui s'inscrirait un peu plus dans une forme de spiritualité rationnelle, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que j'espère que ça se passera. Je vous remercie à toutes et à tous, surtout à vous deux, pour votre travail exceptionnel dans ce livre que je recommande encore une fois à ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans l'analyse de cette crise et comprendre finalement ce qui se cache derrière le narratif totalitaire dans lequel on a été confronté. Et donc notre discours qui rassure, qui nous permet justement de retrouver un autre équilibre, une autre assise intérieure, parce que c'est aussi ça la question. Donc retrouver finalement les bonnes clés de la science et du langage, tout ça vous retrouvez dans le débat interdit. Merci Ariane, merci Vincent pour ce travail, en espérant que vous poursuivrez, comme vous avez dit, vos travaux pour le bien de tous, pour l'intérêt général. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne continuation. Merci. Merci. Merci à Je vous. coupe l'enregistrement. Merci.